Dans les silences du passé sommeillent des énigmes que nul savoir n'a encore percées. Elles ne crient pas. Elles murmurent à travers les pierres usées, les manuscrits oubliés, les ruines ensevelies sous des siècles d'oubli. Ce sont des histoires séquences sans fin, des questions sans réponse, des présences que l'histoire n'a jamais su chasser. Chaque mystère est une ombre persistante, une cité disparue sans laisser de traces, une écriture qui refuse de livrer son sens, des disparitions qui n'ont jamais trouvé d'explication. Derrière les dates et les faits, il y a l'invisible, ce qui échappe à la raison et persiste dans la mémoire collective comme un frisson. Voici un voyage dans ces ténèbres fascinantes, là où l'histoire cesse d'être certaine, et où commence l'inexplicable. Il existe dans l'épaisseur du temps des histoires qui défient la logique humaine. Elles ne sont ni entièrement réelles, ni tout à fait mythiques. Elles oscillent entre souvenirs et invention, comme si elles appartenaient à une mémoire collective plus ancienne que l'écriture elle-même. L'Atlantide est l'une de ces histoires. Elle n'est pas seulement une légende, elle est un écho, un murmure venu de l'Antiquité, chargé de vérités possibles et d'imagination puissante. Et, depuis plus de 2 millénaires, elle refuse obstinément de se taire. Le récit de l'Atlantide nous parvient à travers les dialogues de Platon, philosophe grec du IVe siècle avant notre ère. Dans le Timée et le Critias, il raconte l'histoire d'un empire insulaire grandiose, situé au-delà des colonnes d'Héraclès, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar. Cette civilisation aurait été florissante, avancée, puissante, presque utopique. Mais dans un seul jour et une seule nuit de malheur, elle aurait été engloutie sous la mer, disparaissant à jamais dans les profondeurs. Platon ne présente pas cette histoire comme une invention poétique. Il la transmet comme une tradition ancienne, reçue d'un prêtre égyptien par l'intermédiaire de Solon, l'un des plus célèbres législateurs d'Athènes. Cela suffit à troubler les historiens. S'il s'agissait d'un simple mythe philosophique, pourquoi lui donnerait-il une origine aussi précise ? Pourquoi affirmerait-il que cette histoire a été conservée par des civilisations bien plus anciennes que la sienne ? Depuis lors, la question hante les savants. L'Atlantide a-t-elle réellement existé ? Ou n'est-elle qu'une métaphore inventée pour illustrer la décadence morale et politique d'une société trop sûre d'elle-même ? Les hypothèses n'ont jamais cessé de se multiplier. Certains chercheurs voient dans l'Atlantide le souvenir déformé d'une civilisation oubliée, peut-être celle de la Crète minoenne, détruite brutalement vers 1600 avant notre ère par l'éruption cataclysmique de Terra, Santorin. Cette éruption fut si violente qu'elle bouleversa le climat de la Méditerranée et provoqua la chute d'une culture brillante. Les temples, les fresques et les systèmes d'irrigation minoens témoignent d'une société avancée, maritime, commerçante, tout ce que Platon attribue aux Atlantes. Mais l'hypothèse méditerranéenne ne satisfait pas tout le monde. Platon parle d'un empire au-delà du monde connu, dans l'océan. Dès lors, d'autres chercheurs ont orienté leur regard vers l'Atlantique. Les Açores, les Canaries, les Caraïbes, chaque archipel a été proposé comme vestige possible. Certains ont même suggéré que l'Atlantide se trouvait sous la calotte glaciaire de l'Antarctique, théories audacieuses qui oscillent tant entre science marginale et imagination pure. La fascination pour l'Atlantide ne s'explique pas seulement par l'attrait de l'inconnu. Elle révèle quelque chose de profond sur notre rapport à l'histoire, le besoin de croire que des civilisations puissantes ont précédé la nôtre, que des savoirs ont été perdus, que nous ne sommes pas les premiers à avoir rêvé de grandeur. Dans presque toutes les cultures anciennes, on retrouve des récits similaires, des mondes engloutis, des peuples effacés par la colère des dieux ou par les forces de la nature. Le déluge de la Bible, les traditions sumériennes, les mythes amérindiens ou asiatiques racontent tout des destructions soudaines, suivies d'un recommencement. Peut-être l'Atlantide est-elle le reflet grec de cette mémoire universelle d'un cataclysme ancien. Pourtant, il est possible que la vérité soit plus subtile encore. Certains historiens pensent donc que Platon n'a jamais voulu que l'on cherche l'Atlantide dans les océans. Elle serait, selon eux, une allégorie politique, une mise en garde contre l'arrogance des puissances impériales, contre l'excès de richesse, contre la perte des valeurs fondamentales. Dans ce sens, l'engloutissement d'Atlantide serait une métaphore, celle d'une civilisation punie pour sa démesure, comme l'Athènes de son temps aurait pu l'être. Mais cette explication rationnelle n'épuise pas le mystère. Car si l'Atlantide n'était qu'un symbole, pourquoi tant de peuples auraient-ils gardé la mémoire d'une terre disparue sous les eaux profondes ? Pourquoi des cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, semblent-elles représenter des continents aujourd'hui submergés ?
Pourquoi certaines structures sous-marines, comme celles découvertes au large de Yonaguni au Japon ou de Bimini aux Bahamas, ressemblent-elles étrangement à des constructions humaines, bien que leur âge défie toute chronologie connue? Ces questions n'ont pas de réponse définitive. Elles dessinent un territoire d'ombre entre archéologie et mythe, entre science et intuition. Elles rappellent que l'histoire n'est pas une ligne droite, mais une mer profonde dont nous ne connaissons que la surface. Peut-être sous cette surface dorment encore les traces d'un monde que nous avons oublié. L'idée d'un continent disparu n'est pas aussi invraisemblable qu'elle en a l'air. La Terre elle-même change, se transforme, se déplace. Des terres entières ont disparu depuis la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans. Des zones aujourd'hui englouties par la mer du Nord étaient autrefois non habitées. On a baptisé ce territoire Doggerland. D'autres régions, aujourd'hui sous les flots de la mer Noire ou du golfe du Bengale, portent les traces d'anciennes cités humaines. Si cela a pu arriver ailleurs, pourquoi pas une civilisation plus vaste, plus ancienne, dont la mémoire aurait survécu sous le nom d'Atlantide. Le mythe de l'Atlantide est peut-être né d'un souvenir collectif, transmis et transformé pendant des millénaires, un souvenir d'avant l'histoire écrite, une mémoire d'un âge oublié où les humains ont vu leur ville dévorée par l'océan. Dans cette hypothèse, Platon n'aurait pas inventé l'Atlantide, il aurait simplement mis des mots sur un récit très ancien, devenu légende faute de preuves. Peut-être aussi que la vérité n'est pas dans un lieu précis. Peut-être que l'Atlantide est partout où des civilisations ont été perdues, partout où des savoirs ont sombré, partout où l'humanité a recommencé après avoir tout oublié. Dans ce cas, l'Atlantide n'est pas une île unique. Elle est une métaphore de notre fragilité, une image récurrente de notre mémoire collective, un rappel que même les empires les plus puissants peuvent disparaître en une nuit. Ce qui rend l'Atlantide si troublante, ce n'est pas seulement son absence, c'est ce qu'elle dit de nous. Notre peur de l'oubli, notre fascination pour l'inconnu, notre conviction qu'il y a eu, avant nous, quelque chose de plus grand. Et tant que ces sentiments existeront, l'Atlantide ne cessera jamais d'exister, non pas dans la mer, mais dans notre imaginaire. Le mystère demeure, insondable et persistant, et dans ce silence, d'autres énigmes attendent d'être explorées, car l'Atlantide n'est que la première porte qui s'ouvre sur le territoire des disparitions. Au-delà, d'autres mondes effacés se profilent, dans l'ombre, des peuples entiers qui ont disparu sans laisser de traces, comme si la Terre elle-même avait voulu effacer leurs souvenirs. C'est vers eux que nous allons maintenant nous tourner. Dans les vastes archives de l'humanité, il existe des textes qui éclairent sur notre passé, des livres qui transmettent les savoirs d'âge ancien et d'autres, plus rares, qui résistent à toute tentative de compréhension. Ils sont comme des portes closes au milieu d'une bibliothèque infinie. On sait qu'elles cachent quelque chose, mais aucune clé n'existe pour les ouvrir. Le manuscrit Voynich est l'une de ces portes. Il est peut-être même la plus mystérieuse de toutes. Depuis plus d'un siècle, il défie les cryptographes, les linguistes, les historiens et tous ceux qui ont tenté d'en percer le secret. Son écriture est inconnue, sa langue est intraduisible, son origine reste obscure. C'est un livre sans auteur, sans lecteur, sans explication, et c'est précisément ce qui le rend fascinant. L'histoire de ce manuscrit commence officiellement en 1912, lorsqu'un libraire polonais du nom de Wilfried Voynich l'achète à un monastère italien. Il comprend immédiatement qu'il a entre les mains un objet exceptionnel. Le livre d'environ 240 pages est rempli d'illustrations étranges, plantes qui ne ressemblent à aucune espèce connue, diagrammes astronomiques d'un autre monde, cartes mystérieuses, corps féminins flottant dans des bassins verdâtres, et surtout un texte continu, rédigé dans une écriture que personne n'a jamais vue. Aucune langue connue n'y correspond. Aucune grammaire identifiable n'en émerge. Le manuscrit n'est pas une fraude récente. L'analyse du parchemin a révélé qu'il date du début du XVe siècle, autour de 1404 à 1438. Cela signifie que ce texte cryptique existe depuis plus de 5 siècles. Il a été écrit à une époque où les savoirs étaient montés souvent dissimulés, protégés, codés. Mais même les plus grands spécialistes de la cryptographie médiévale n'ont jamais rencontré un système aussi complexe. Ce qui intrigue le plus les chercheurs, c'est que le texte du Voynich obéit à certaines lois statistiques des langues naturelles. Il n'est pas un simple assemblage aléatoire de symboles. Il semble suivre une structure, une syntaxe. Certaines lettres apparaissent plus fréquemment que d'autres, des mots reviennent à intervalles réguliers. Cela signifie probablement que le texte a un sens. Mais lequel? Des générations d'experts se sont succédés, chacun proposant une hypothèse.
Certains y ont vu un code secret utilisé par des sociétés savantes, d'autres une langue inventée destinée à transmettre des savoirs ésotériques. Certains ont suggéré que le manuscrit pourrait être un grimoire d'alchimie, d'autres un traité médical, oublié. Il y a même eu ceux qui ont proposé qu'il s'agissait d'un canular médiéval, un exercice de calligraphie sans signification. Mais si tel était le cas, pourquoi une telle cohérence dans la structure linguistique? Pourquoi tant d'efforts dans les illustrations, les diagrammes et les détails? Certains chercheurs pensent que le Voynich pourrait être écrit dans une langue perdue ou dans une langue connue mais transcrite selon un code phonétique original. D'autres avancent l'idée qu'il s'agit d'un texte chiffré et que la clé a été perdue depuis longtemps. Même les supercalculateurs modernes, capables de déchiffrer les codes les plus sophistiqués, n'ont pas réussi à le percer. Il y a bien sûr des hypothèses plus audacieuses. Certains imaginent que le manuscrit serait un vestige d'une civilisation disparue, un texte rescapé d'une culture oubliée dont nous ignorons tout. D'autres vont plus loin encore, suggérant que le manuscrit pourrait être d'origine non humaine, une idée marginale mais révélatrice de l'étrangeté absolue de l'objet. Les illustrations ajoutent une couche supplémentaire au mystère. Les plantes représentées n'existent pas dans notre monde, ou du moins elles n'ont jamais été identifiées. Elles semblent réelles, cohérentes dans leur structure botanique, mais elles ne correspondent à aucune espèce connue. Cela a conduit certains chercheurs à penser qu'il s'agissait peut-être de plantes imaginaires, symboliques, représentant des concepts alchimiques ou spirituels. D'autres pensent qu'elles pourraient être des représentations déformées d'espèces réelles, dessinées d'après des descriptions orales ou des souvenirs incomplets. Les diagrammes astronomiques, eux aussi, défient l'interprétation. Ils montrent des constellations inconnues, des cycles célestes qui ne correspondent pas à ceux que nous connaissons. Certaines pages évoquent des cartes stellaires, d'autres ressemblent à des diagrammes médicaux ou astrologiques. Les femmes nues, représentées dans des bassins mystérieux, semblent participer à des rituels ou à des processus alchimiques, mais leur signification échappe à toute explication claire. L'un des aspects les plus troublants du manuscrit est donc qu'il semble avoir été conçu pour transmettre un savoir précis, mais que ce savoir nous reste inaccessible. C'est comme si le livre avait été écrit pour une autre humanité, dans un langage destiné à des esprits qui ne sont plus les nôtres. Il nous rappelle d'une manière presque poétique les limites de notre compréhension. Même à l'ère des satellites et de l'intelligence artificielle, il existe encore des textes que nous sommes incapables de lire. Pour certains historiens, le Voynich n'est pas seulement un mystère linguistique, il est aussi un miroir. Il reflète notre désir de tout expliquer, notre frustration face à l'inconnu et notre fascination pour ce qui nous échappe. Il est la preuve que le passé garde encore des secrets, que même les outils les plus modernes ne peuvent en forcer. Chaque tentative de traduction échoue, et chaque échec ne fait qu'augmenter l'aura du manuscrit. Il est devenu plus qu'un simple livre, il est un symbole, un rappel que l'histoire n'est pas entièrement écrite, que des pans entiers de savoir ont pu disparaître, et que certaines connaissances Chiguinan peuvent rester à jamais hors de notre portée. Le manuscrit Voynich pose aussi une question plus profonde. Et si l'humanité avait déjà découvert, inventé ou compris des choses que nous avons depuis oubliées? Et si ce livre contenait la trace d'un savoir ancien que nous ne pouvons plus reconnaître parce que notre regard moderne est trop différent de celui de ses auteurs? Peut-être que la clé du Voynich n'est pas une méthode de déchiffrement, mais une façon de penser qui nous est devenue étrangère. Peut-être que ce texte ne peut être compris qu'en redevenant ce que nous avons cessé d'être. Ainsi, le manuscrit reste fermé, obstinément silencieux, comme s'il voulait nous rappeler que tout ne nous appartient pas, que tout n'est pas destiné à être su. Et dans ce silence, il y a une forme de beauté, celle du mystère pur, intact, préservé. Ce livre sans langue connue, sans auteur certain, sans signification accessible, continue de hanter bibliothèques et laboratoires. Il est l'incarnation même de l'incompréhensible. Et tant qu'il ne sera pas déchiffré, il restera un message figé dans le temps, adressé à une humanité qui ne sait plus comment le lire. Mais il n'est pas seul. L'histoire est pleine d'énigmes semblables, de civilisations qui ont laissé des traces indéchiffrables, de peuples qui ont disparu sans laisser d'explication. L'un de ces peuples, peut-être le plus fascinant de tous, a bâti des cités dans la jungle, dressé des pyramides vers le ciel, calculé le temps avec une précision étonnante, avant de disparaître presque du jour au lendemain. C'est vers ce silence-là que notre exploration se dirige maintenant.
Dans les forêts épaisses d'Amérique centrale, où la végétation dévore lentement ce que l'homme construit, dorment les traces d'une civilisation dont la grandeur défie l'imagination. Pyramides qui percent la canopée, temples couverts de hiéroglyphes, places cérémonielles où résonnaient autrefois des rituels sacrés. Tout cela est réel, tangible, presque vivant. Et pourtant, derrière cette présence imposante se cache un mystère plus grand encore, celui d'un peuple qui a disparu sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. La civilisation maya, l'une des plus brillantes de l'histoire précolombienne, s'est effondrée comme si elle s'était effacée d'elle-même, laissant derrière elle des cités désertes et des énigmes que nul n'a encore entièrement résolues. Le monde des Mayas n'était pas un royaume isolé, mais un ensemble complexe de cités-États qui ont prospéré pendant près de 2 millénaires. Entre environ 250 et 900 de notre ère, ils ont construit des villes majestueuses comme Tikal, Palenque, Copan ou Calakmul, véritables joyaux de pierre au cœur de la jungle. Leur architecture impressionne encore aujourd'hui, des pyramides gigantesques, des observatoires astronomiques sophistiqués, des palais richement décorés. Leur connaissance des mathématiques, de l'astronomie et du calendrier dépassait celle de la plupart des civilisations contemporaines. Ils avaient en développé un système d'écriture complexe, l'un des rares de l'Amérique précolombienne, et avaient élevé l'art de l'observation céleste au rang de science sacrée. Mais vers la fin du IXe siècle, quelque chose s'est produit. L'apogée maya s'est transformé en déclin. Les grandes cités ont été abandonnées, les unes après les autres. Les places autrefois animées se sont tues. Les temples ont cessé d'être entretenus. La jungle a repris ce qui lui appartenait. En quelques générations à peine, une civilisation entière s'est volatilisée, comme absorbée par l'épaisseur du temps. Depuis plus d'un siècle, les chercheurs tentent d'expliquer cet effondrement. Aucun événement unique ne semble suffire à l'expliquer. La vérité, comme souvent dans l'histoire, pourrait être une combinaison de causes multiples. L'une des hypothèses les plus convaincantes concerne l'environnement. Des études récentes sur les carottes de sédiments et les couches de lacs suggèrent que la région maya a connu plusieurs périodes de sécheresse prolongées vers la fin de l'époque classique. Ces sécheresses auraient eu des conséquences catastrophiques pour une civilisation dépendante de l'agriculture du maïs et de la gestion complexe de l'eau. Des réseaux de réservoirs, de canaux et de citernes témoignent d'une ingénierie avancée. Mais même ces systèmes sophistiqués ne pouvaient pas compenser une pénurie d'eau prolongée. La pression démographique aurait aggravé la situation. À son apogée, la population maya aurait atteint des millions d'individus. Cette croissance rapide a probablement entraîné une surexploitation des ressources, déforestation pour l'agriculture, épuisement des sols, perte de biodiversité. L'écosystème, déjà fragilisé, aurait eu du mal à se régénérer, entraînant famine et migration. Mais l'effondrement n'était pas seulement écologique, il était aussi politique. Les cités-États mayas, bien qu'unies par une culture commune, étaient souvent en guerre les unes contre les autres. Des alliances se formaient et se défaisaient sans cesse, alimentant des conflits sanglants qui affaiblissaient le tissu social. Les inscriptions monumentales montrent que la guerre devint de plus en plus fréquente vers la fin de l'époque classique. Et certaines cités montrent des signes d'abandon précipités, comme si elles avaient été prises d'assaut ou désertées en urgence. Les troubles internes auraient également joué un rôle. Les élites dirigeantes, dépendantes d'un système religieux complexe, pouvaient perdre leur légitimité en période de crise. Si les dieux ne faisaient plus tomber la pluie, c'est que les prêtres et les rois n'étaient plus en faveur. Des révoltes populaires auraient pu éclater, fragilisant davantage des structures déjà vacillantes. Pourtant, ces explications, aussi logiques soient-elles, ne parviennent pas à dissiper entièrement l'aura de mystère. Pourquoi certaines cités ont-elles été totalement abandonnées alors que d'autres, plus au nord, ont continué à prospérer pendant plusieurs siècles ? Pourquoi certaines zones ont-elles été désertées sans trace de violence, comme si les habitants étaient simplement partis ? Où sont-ils allés ? Certains chercheurs pensent que la disparition des Mayas est un mythe en soi. La civilisation s'est peut-être effondrée, mais le peuple, lui, n'a jamais disparu. Les Mayas existent encore aujourd'hui, dispersés dans des villages du Guatemala, du Mexique, du Belize et du Honduras, parlant encore des langues issues de leurs ancêtres. Ce qui a disparu, ce n'est pas un peuple, mais un ordre politique, une organisation sociale, une structure de pouvoir. Leurs descendants perpétuent des traditions anciennes,
des rites liés au maïs, des croyances en des cycles cosmiques qui rythment encore leur vie quotidienne. Mais il reste malgré tout quelque chose d'inexplicable dans la soudaineté du basculement. Comment une société capable de calculer les éclipses avec une précision extraordinaire, d'ériger des monuments colossaux et de soutenir une population dense a-t-elle pu s'effondrer si rapidement ? Peut-être que la réponse réside dans la fragilité même de la complexité. Plus une civilisation est avancée, plus elle dépend d'un équilibre délicat. Il suffit de quelques éléments perturbateurs, environnementaux, politiques, sociaux, pour faire basculer l'ensemble. L'histoire des Mayas résonne comme une mise en garde. Elle nous rappelle que la grandeur humaine n'est jamais garantie, que les sociétés les plus brillantes sont aussi les plus vulnérables. Elle nous enseigne que l'effondrement n'est pas toujours le résultat d'une seule catastrophe spectaculaire, mais souvent celui d'une lente accumulation de tensions invisibles, de décisions quotidiennes qui, mises bout à bout, conduisent à la rupture. Dans la jungle, les pierres des temples continuent de s'éroder, lentement, silencieusement. Elles semblent respirer encore, comme si elles attendaient que leurs bâtisseurs reviennent. Les hiéroglyphes gravés dans la pierre murmurent des histoires que nous commençons seulement à déchiffrer. Chaque stèle, chaque fresque, chaque artefact est un fragment d'un récit interrompu. Et dans cette interruption se loge l'un des plus profonds mystères de l'histoire. Non pas seulement celui de la disparition, mais celui de la transformation. Car la vérité peut-être est que les Mayas n'ont jamais vraiment disparu. Ils se sont dissous dans le temps comme une encre diluée dans l'eau. Leur héritage continue de vivre dans la langue, les traditions, l'astronomie, l'art et les croyances de millions de personnes aujourd'hui. Ce qui s'est effondré, c'est le visage visible d'une civilisation. Ce qui demeure, c'est son esprit. Pourtant, l'idée d'une disparition soudaine, d'un vide laissé par une civilisation florissante, continue de nous hanter. Elle éveille en nous une peur archaïque, celle de notre propre fragilité, de notre propre disparition possible. Et ce frisson, celui qui parcourt notre esprit lorsque nous contemplons les ruines de Tikal ou de Palenque, ne s'éteint jamais vraiment. Dans l'ombre de ces temples silencieux, d'autres mystères attendent encore. Car si certains peuples se sont effacés de l'histoire, d'autres ont été effacés par elle, dévorés par des forces qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est ce qui arriva à une armée entière, avalée par le désert, sans laisser de traces. Leur destin, plus étrange encore que celui des Mayas, continue de défier la raison. C'est vers ce vide de sable et de silence que notre voyage se poursuit. Il y a des disparitions lentes, faites d'exodes, de migrations, de civilisations qui s'effacent doucement sous le poids des siècles. Et puis, il y a celles qui frappent soudainement, comme si la Terre elle-même avait décidé d'effacer un chapitre entier de l'histoire en un instant. L'une des plus étranges, des plus déconcertantes de toutes, est celle de l'armée perdue de Cambyse II, roi de Perse. Une armée entière, forte de 50 000 hommes, aurait été engloutie par le désert égyptien au 5e siècle avant notre ère. Aucun corps, aucune arme, aucun ossement n'a jamais été retrouvé. L'histoire se perd entre chroniques antiques et légendes, entre témoignages partiels et silence absolu. Pourtant, l'écho de cette disparition continue de résonner dans les sables de l'Égypte. Notre seule source antique principale sur cette mystérieuse expédition provient de l'historien grec Hérodote. Dans son œuvre monumentale « Histoire », il raconte comment Cambyse II, fils de Cyrus le Grand et roi de l'empire achéménide, décida de conquérir l'oasis de Siwa, dans l'ouest de l'Égypte, au cœur du désert libyque. Là se trouvait un célèbre oracle dédié à Amon, dieu suprême du panthéon égyptien. Cambyse, déjà maître de l'Égypte après sa conquête de 525 avant notre ère. J.C. aurait voulu soumettre ce sanctuaire pour consolider son autorité divine et politique. Pour ce faire, il envoya une armée de 50 000 hommes à travers le désert, avec pour mission d'atteindre l'oasis, de soumettre les prêtres et de détruire l'oracle. Ils quittèrent Thèbes et s'engagèrent vers l'ouest, emportant vivres, armes et provisions. Mais selon Hérodote, quelque part entre les oasis de Karga et de Siwa, ils disparurent. Un jour, alors qu'ils traversaient une mer de sable, un vent violent se leva. Une tempête colossale, un de ces phénomènes rares mais dévastateurs que les habitants du désert redoutent encore aujourd'hui. Le Khamsin, un souffle chaud, sec, implacable, aurait englouti l'armée entière sous des dunes mouvantes. Pas un seul soldat ne serait revenu pour raconter ce qui s'était passé. Pendant des siècles, cette histoire a été considérée comme un mélange de mythes et de vérité.
Qu'une armée entière ait pu disparaître sans laisser de traces semblait à la fois invraisemblable et terriblement plausible dans l'immensité impitoyable du désert. Mais plus les chercheurs se penchaient sur le récit d'Hérodote, plus les questions se multipliaient. Certains doutaient même que l'expédition ait jamais eu lieu. Aucun document perse contemporain ne mentionne une telle mission. Et Hérodote, bien qu'inestimable pour les historiens, écrivait parfois plusieurs générations après les faits. Il était possible qu'il ait exagéré l'histoire ou qu'il se soit basé sur des récits oraux transformés au fil du temps. Pourtant, d'autres indices suggèrent que l'expédition fut bien réelle. Des sources égyptiennes mentionnent des mouvements militaires vers l'ouest, et la logique politique de Cambyse rend cette campagne tout à fait plausible. Depuis le XIXe siècle, des archéologues, des explorateurs et même des aventuriers ont tenté de retrouver des traces de cette armée fantôme. Le désert libyque, immense et changeant, semble pourtant garder jalousement ses secrets. Quelques ossements épars, des fragments de poterie, des pointes de flèches ont été découverts ici et là, mais jamais rien qui puisse confirmer la présence d'une armée entière. Les vents déplacent les dunes, effacent les traces, recouvrent les secrets sous des mètres de sable. Au début du XXIe siècle, une annonce fit sensation. Deux archéologues italiens, Angelo et Alfredo Castiglioni, affirmèrent avoir découvert, près d'un ancien sentier caravanier dans le désert occidental, ce qui pourrait être les restes de la légendaire armée. Pointes de flèches en bronze, morceaux de bijoux, fragments de cuir et de métal. Leur hypothèse, l'armée aurait été piégée dans une tempête de sable, contrainte de s'arrêter, puis décimée par le manque d'eau et les conditions extrêmes. Mais faute de preuves irréfutables et d'une fouille exhaustive, la communauté scientifique reste prudente. Au-delà de la dimension archéologique, l'histoire de la Légion perdue de Cambyse fascine pour ce qu'elle dit sur la nature même du désert. Cet environnement était bien plus qu'un simple vide géographique. C'est un lieu qui engloutit, qui efface, qui transforme. Le désert n'étant pas seulement une étendue de sable, il est une entité qui avale les traces humaines. Dans cet espace où la survie ne tient qu'à un fil, même les armées les plus puissantes peuvent être réduites à néant en quelques heures. Le désert, dans l'Antiquité, n'était pas seulement une barrière physique, il était aussi un espace mythique. Les Égyptiens le considéraient comme le domaine de Seth, dieu du chaos et de la destruction. Traverser le désert, c'était défier les forces primordiales, entrer dans une zone où l'ordre du monde civilisé pouvait se dissoudre. L'armée de Cambyse, si elle a bien existé, n'a pas seulement disparu géographiquement. Elle a été avalée symboliquement, engloutie par ce que les anciens percevaient comme l'incarnation même du désordre. Cette disparition a laissé une trace indélébile dans l'imaginaire collectif. Elle hante les récits arabes, les légendes berbères, les traditions locales. On raconte que certains soirs, lorsque le vent se lève, on peut entendre le pas des soldats perses dans les dunes, comme un écho fantomatique du passé. Peut-être ne s'agit-il que d'histoire, mais elles rappellent à quel point cette absence a marqué les mémoires. L'histoire de l'armée perdue nous rappelle aussi que l'histoire n'est sans jamais complètement écrite. Ce que nous croyons connaître est toujours partiel, toujours fragmentaire. Il suffit d'un événement improbable, une tempête, un changement climatique, un déplacement de dunes, pour effacer les traces d'un épisode entier. Ce qui semble inimaginable aujourd'hui a pu être tragiquement banal il y a 25 siècles. Une armée partie conquérir un oracle et qui n'a jamais atteint sa destination. Ce mystère est d'autant plus fascinant qu'il mêle des dimensions humaines, politiques, naturelles et spirituelles. L'orgueil d'un roi voulant dominer un dieu. L'ambition impériale se heurtant à la cruauté de la nature. La puissance humaine annihilée par l'indifférence du désert. Et au centre de tout cela, une absence qui continue d'interroger. Certains chercheurs modernes proposent une explication alternative. L'armée n'aurait pas disparu d'un seul coup, mais se serait lentement désintégrée. Égarée dans le désert, incapable de trouver l'oasis, elle aurait été décimée par la soif, la faim, les maladies, ou peut-être attaquée par des tribus nomades. Au fil des jours, des semaines peut-être, elle se serait éteinte, réduite à quelques survivants qui auraient fini par périr sans laisser de traces. Mais cette hypothèse ne fait qu'ajouter une nuance de désespoir à une histoire déjà tragique. Aujourd'hui encore, les archéologues arpentent pour les sables brûlants de l'ouest égyptien, espérant trouver un indice, une preuve, un fragment qui confirmerait l'un des récits. Mais peut-être que ce mystère n'est pas destiné à être résolu. Peut-être que l'armée de Cambyse est condamnée à rester dans le royaume de l'invisible, comme une métaphore de la fragilité humaine face aux forces de la nature. Et dans ce silence brûlant,
Une autre énigme s'élève des profondeurs du passé. Non pas un peuple ni une armée cette fois, mais des messages inscrits sur la peau même de la terre, d'immenses figures tracées il y a des millénaires et que l'on ne peut pleinement saisir qu'en quittant le sol. Elles sont les signes d'une intention oubliée, d'un langage que nous ne savons plus lire. C'est vers elles que notre exploration va maintenant se tourner. Dans le désert aride du sud du Pérou, là où la pluie ne tombe presque jamais et où le vent lui-même semble hésiter avant de traverser l'horizon, s'étend l'un des plus grands mystères laissés par l'humanité ancienne. Ici, au milieu de vastes plaines désolées, des figures colossales ont été gravées dans le sol il y a près de 2 millénaires. Elles ne sont visibles que depuis le ciel, comme si elles avaient été dessinées pour des yeux capables de voler. Ces formes, connues sous le nom de lignes de Nazca, sont l'un des témoignages les plus étranges et les plus fascinants que le passé nous ait légués. Elles ne sont pas de simples décorations, elles semblent être un message, mais un message dont nous avons oublié la langue. Les lignes de Nazca furent redécouvertes au début du XXe siècle, lorsque des pilotes survolant la région remarquèrent d'étranges motifs tracés dans le désert. À première vue, elles ressemblent à de simples sillons, des marques superficielles gravées dans le sol rougeâtre. Mais vues d'en haut, elles révèlent une diversité stupéfiante de formes. Animaux stylisés comme le colibri, le singe, l'araignée ou le condor. Figures humaines schématiques, formes géométriques immenses, droites parfaites, spirales, trapèzes et triangles s'étendant parfois sur plusieurs kilomètres. Certaines lignes sont si précises qu'elles semblent tracées avec des instruments modernes, et leur gigantisme défie l'imagination. Certaines figures mesurent non plus de 300 mètres de long. Ce qui rend ce site encore plus déroutant, c'est sa longévité. Les géoglyphes furent créés entre 200 avant notre ère, JC et 600 après Jésus-Christ. JC par la civilisation Nazca, un peuple dont nous savons peu de choses et dont l'écriture ne nous est pas parvenue. Sans texte pour nous guider, nous ne disposons que des pierres elles-mêmes pour comprendre ce qu'elles voulaient. Tara le dira, et elles demeurent silencieuses. Comment d'abord ces figures ont-elles été tracées avec une telle précision ? La technique utilisée, bien que simple en apparence, témoigne d'un savoir-faire impressionnant. Les Nazca ont enlevé la fine couche superficielle de cailloux foncés qui recouvrait le sol, révélant en dessous une terre plus claire. Cette différence de couleur suffisait à créer un contraste visible depuis le ciel. Pour tracer des lignes droites sur plusieurs kilomètres, ils auraient utilisé des cordes et des piquets comme guides. Pour les figures plus complexes, ils auraient employé des techniques de quadrillage, dessinant d'abord des modèles à petite échelle avant de les reproduire sur le terrain. Ce savoir-faire technique n'explique pourtant pas le plus grand mystère. Pourquoi l'ont-ils fait ? Les théories sur la signification des lignes sont nombreuses et parfois contradictoires. L'une des plus anciennes hypothèses les relie à l'astronomie. Les lignes auraient pu servir de calendrier géant, alignés sur les mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles. Certains chercheurs pensent que les trapèzes et les figures géométriques indiquent des points d'observation célestes, utilisés pour prévoir les saisons agricoles ou pour célébrer des rituels liés au cosmos. Cette idée n'est pas sans fondement. De nombreuses civilisations anciennes associant leur construction monumentale au cycle céleste. Mais d'autres chercheurs soulignent que de nombreuses lignes n'ont aucune correspondance astronomique connue. Elles semblent plutôt être des chemins rituels, des itinéraires que les prêtres ou les fidèles parcouraient lors de cérémonies religieuses. Selon cette interprétation, les lignes ne devaient pas être vues du ciel, mais vécues au sol, comme un espace sacré où marcher était une forme de prière. Certaines théories combinent ces deux idées. Les géoglyphes seraient des offrandes aux dieux du ciel ou de la pluie, des messages adressés aux puissances invisibles dans l'espoir de garantir la fertilité des terres. Une autre hypothèse, plus pragmatique mais tout aussi fascinante, lie les lignes à l'eau, ressource rare et vitale dans le désert péruvien. Des archéologues ont observé que certaines figures semblent pointer vers des sources souterraines ou suivre les traces d'anciens aquifères. Peut-être les géoglyphes faisaient-ils partie d'un culte dédié à l'eau, destiné à attirer les pluies ou à remercier les divinités pour leur générosité. Dans une région où chaque goutte pouvait signifier la vie ou la mort, il n'est pas surprenant que la spiritualité se soit mêlée aux besoins les plus essentiels. Mais même ces explications ne parviennent pas à dissiper entièrement le mystère. Pourquoi créer des figures si gigantesques qu'elles ne pouvaient être pleinement comprises que depuis le ciel ?
Pourquoi investir des ressources et du temps dans des œuvres que les Nazca eux-mêmes ne pouvaient jamais contempler dans leur totalité? Ces questions ont alimenté des théories plus audacieuses, parfois à la limite de la science. Certains chercheurs marginaux ont suggéré que les Nazca cherchaient à communiquer avec des êtres célestes, que les lignes étaient des signaux destinés à des visiteurs venus d'ailleurs. D'autres ont imaginé qu'il s'agissait de pistes d'atterrissage pour des engins inconnus. Ces idées, bien que populaires dans la culture populaire, ne reposent ni sur aucune preuve archéologique solide. Pourtant, leur persistance témoigne de la fascination que suscite l'inexplicable. Peut-être que la clé du mystère réside dans notre manière de poser la question. Nous cherchons une explication rationnelle, fonctionnelle, utilitaire. Mais peut-être que les lignes de Nazca n'ont pas de but précis au sens où nous l'entendons. Peut-être sont-elles avant tout une expression spirituelle, un moyen pour une civilisation de dialoguer avec les forces invisibles qui régissaient son univers. Dans un monde où l'homme dépendait directement des caprices de la nature, tracer ces figures titanesques pouvait être une façon d'entrer en harmonie avec elles, de l'apaiser ou de s'y inscrire. Leur état de conservation, presque miraculeux, ajoute une dimension supplémentaire à leur mystère. Malgré plus de 1500 ans d'érosion potentielle, les géoglyphes sont toujours là, presque intacts. Le climat exceptionnellement sec de la région, l'absence de vent violent et la stabilité du sol ont protégé ces tracés fragiles. C'est comme si le désert lui-même avait accepté de garder leurs secrets, refusant de laisser le temps les effacer. Les lignes de Nazca sont un miroir tendu à notre ignorance. Elles nous rappellent que le passé n'est pas toujours fait de réponses, mais parfois de questions qui ne demandent qu'à rester ouvertes. Elles sont la preuve qu'il existe des formes d'expression qui échappent à nos catégories modernes, des messages adressés non pas à nous, mais à l'univers lui-même. Il est possible que nous ne déchiffrions jamais pleinement leur signification, et peut-être n'est-ce pas nécessaire. Leur pouvoir ne réside pas seulement dans ce qu'elles disent, mais dans ce qu'elles suggèrent, l'existence d'une pensée ancienne, profondément connectée à la terre, au ciel, à l'invisible. En les contemplant, nous comprenons que le mystère est parfois plus précieux que la connaissance. Et pourtant, si certaines civilisations ont laissé des messages gravés dans la pierre, d'autres ont tout simplement disparu, laissant derrière elles des vestiges qui défient toute explication. Parfois, ce ne sont pas des figures ou des signes qui restent, mais le vide, un vide habité d'ombre et de doute. Ce vide, on le retrouve sur une île de l'Atlantique, où une colonie entière s'est volatilisée sans laisser de traces. C'est vers ce silence, plus troublant encore que les lignes de Nazca, que notre exploration va désormais se tourner. Il existe des lieux qui semblent avaler ceux qui y posent le pied, des endroits où le temps se referme sur des vies entières sans jamais les restituer. Parmi ces histoires de disparition qui défient la raison, celle de la colonie de Roanoke est sans doute l'une des plus troublantes. Elle ne concerne ni une armée ni une civilisation millénaire, mais une poignée d'hommes, de femmes et d'enfants venus bâtir une nouvelle vie sur une terre lointaine. Pourtant, ce petit groupe a disparu aussi totalement que s'il n'avait jamais existé. Roanoke n'a laissé derrière elle ni cadavres, ni armes, ni ruines, seulement un mot gravé sur un arbre, comme une ultime énigme adressée à la postérité. L'histoire commence en 1587, sous le règne d'Élisabeth Ier d'Angleterre. L'Angleterre, désireuse de rivaliser avec les empires espagnols et portugais, cherche à établir des colonies Ciantolini sur le continent américain. Un groupe de 115 colons, hommes, femmes et enfants, quitte alors l'Europe sous la direction de John White pour fonder une colonie sur l'île de Roanoke, située au large des côtes de la Caroline du Nord actuelle. Leur mission est ambitieuse, bâtir la première colonie anglaise permanente dans le Nouveau Monde. Les débuts d'y sont difficiles. L'environnement est hostile, les relations avec les peuples autochtones sont complexes et parfois tendues, et les ressources s'épuisent rapidement. Après quelques mois, John White décide de retourner en Angleterre pour chercher des renforts et des provisions. Il laisse derrière lui sa fille, sa petite-fille Virginia Dare, le premier enfant anglais né sur le sol américain, et toute la communauté qu'il espère retrouver florissante à son retour. Mais l'histoire avait d'autres plans. L'Angleterre entre bientôt en guerre avec l'Espagne et la traversée de l'Atlantique devient périlleuse. Ce n'est qu'en 1590, 3 ans plus tard, que White peut enfin revenir à Roanoke. Lorsqu'il débarque sur l'île, il est accueilli par un silence glaçant. La colonie est vide, les maisons ont été démontées, les fortifications sont intactes mais abandonnées. Il n'y a aucun signe de lutte, aucune trace de massacre, pas même un corps, seul indice. Sur un poteau, un mot gravé profondément dans le bois, Concurraletetul Croatoan.
Ce mot mystérieux est tout ce qui reste d'une colonie entière. Croatoan était le nom d'une île voisine, habitée par une tribu amérindienne alliée des Anglais. White, persuadé que les colons s'y étaient des réfugiés, tente de s'y rendre. Mais une tempête se lève, son navire doit faire demi-tour, et il ne retournera jamais chercher les siens. À partir de là, l'histoire de Roanoke se perd dans l'ombre. Depuis plus de 4 siècles, chercheurs, historiens et aventuriers tentent de résoudre ce mystère. Plusieurs théories ont été avancées, mais aucune ne peut être confirmée avec certitude. La plus courante suggère que les colons se sont effectivement déplacés vers l'île de Croatoan, où ils auraient été assimilés par les populations autochtones. Des témoignages ultérieurs de colons anglais rapportent avoir vu des Indiens aux cheveux clairs et aux yeux bleus dans la région, mais ces récits sont rares et souvent invérifiables. Une autre hypothèse évoque la famine. Isolés, privés de ressources, les colons auraient donc pu mourir de faim ou de maladie, leurs corps dispersés par les animaux ou ensevelis par la nature. Pourtant, cela n'explique pas pourquoi leurs habitations ont été démontées méthodiquement, ni pourquoi aucun reste n'a jamais été retrouvé. Certains chercheurs avancent l'idée d'un conflit. Peut-être les colons ont-ils été attaqués par des tribus hostiles ou par les Espagnols, qui patrouillaient alors sur la côte atlantique. Mais là encore, l'absence totale de traces de violence rend cette hypothèse difficile à soutenir. Une théorie plus complexe envisage un scénario de dispersion progressive. Après le départ de White, les colons auraient tenté de survivre en se déplaçant vers l'intérieur des terres, se divisant en petits groupes pour augmenter leurs chances. Ces groupes auraient alors été absorbés par différentes tribus autochtones ou seraient morts isolés dans la nature. Cela pourrait expliquer l'absence de vestiges, mais aucune preuve archéologique claire ne vient étayer cette idée. Ce qui rend l'affaire de Roanoke si troublante, ce n'est pas seulement l'absence d'explication, mais aussi le contexte dans lequel elle s'est produite. À la fin du XVIe siècle, chaque colonie fondée en Amérique représentait un effort colossal, une entreprise coûteuse et risquée. La perte de Roanoke fut non seulement un drame humain, mais aussi un échec politique pour l'Angleterre. Pourtant, cet échec a été recouvert d'un voile de mystère si dense qu'il continue d'intriguer les historiens aujourd'hui encore. Le mot Keohatoan lui-même est devenu une légende. Certains y voient un indice laissé volontairement par les colons pour indiquer leur destination. D'autres disent cette fois y décèlent un message plus symbolique, un appel à l'aide ou un signe d'allégeance à un nouveau peuple. Il est aussi possible qu'il s'agisse d'un avertissement, une trace laissée dans l'urgence. Quoi qu'il en soit, c'est la seule voix qui nous parvient d'une colonie disparue, un mot solitaire gravé dans le bois comme une prière sans réponse. Au-delà des théories, Roanoke nous confronte à un sentiment rare, celui de l'inconnaissable. Même avec les outils modernes de l'archéologie, de la génétique et de l'analyse environnementale, il est possible que nous ne sachions jamais ce qu'il est advenu de ces hommes, femmes et enfants. Leur histoire est engloutie par le temps, comme si elle n'avait jamais existé. Et c'est peut-être ce qui rend ce mystère si profondément humain. Roanoke nous rappelle que la disparition n'est pas seulement une question de mort, mais aussi d'effacement. Ce qui terrifie ici, ce n'est pas la violence d'une fin brutale, mais le silence absolu d'un départ sans trace. C'est l'idée qu'une communauté entière puisse s'effacer sans laisser d'écho. Aujourd'hui encore, sur l'île de Roanoke, les archéologues creusent le sol dans l'espoir de trouver un tesson, un ossement, une pièce de monnaie qui révélerait enfin le destin des disparus. Mais peut-être que la réponse n'est plus là. Peut-être que les colons ont choisi de se fondre dans un nouveau monde, de devenir autre chose, d'échapper à l'histoire telle que nous la comprenons. Ce mystère, comme tant d'autres, agit comme un miroir tendu à notre propre existence. Il nous rappelle que la mémoire humaine est fragile, que le récit de notre espèce est plein de trous, de zones d'ombre, de silences irréductibles. Roanoke n'est pas seulement un lieu sur une carte, c'est une absence qui parle, une énigme qui refuse de mourir. Et dans cette absence, d'autres questions s'élèvent, car bien avant que les Européens ne posent le pied sur le continent américain, d'autres peuples avaient déjà bâti des structures monumentales dont la signification nous échappe encore. Des temples surgis de la nuit des temps, dressés vers les étoiles comme des messages adressés au ciel. C'est vers l'un de ces lieux, perdus dans les brumes du néolithique, que notre exploration se poursuit maintenant. Il existe des lieux qui bouleversent notre compréhension du passé, des sites qui ne se contentent pas de compléter ce que nous savons, mais qui remettent en cause tout ce que nous croyions savoir. Göbekli Tepe est de cela.
Perdu sur une colline aride du sud-est de l'actuelle Turquie, ce site archéologique ne ressemble à aucun autre. Il défie les chronologies, renverse les certitudes, brouille les frontières entre mythe et histoire. C'est un lieu si ancien qu'il précède l'écriture, la céramique, l'agriculture, même les premières villes. Et pourtant, il révèle une complexité architecturale et symbolique que l'on pensait impossible pour l'époque. Göbekli Tepe est un message laissé par un monde oublié, une voix surgie d'un âge où l'homme n'était pas encore censé bâtir des temples. Découvert en 1994 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, le site fut d'abord pris pour une simple colline artificielle, un tel comme on en trouve des milliers au Moyen-Orient. Mais dès les premières fouilles, la réalité se révéla stupéfiante. Sous des mètres de terre reposaient d'immenses cercles de pierre, certains composés de piliers monolithiques pesant jusqu'à 20 tonnes. Ces blocs taillés dans le calcaire local étaient disposés avec une précision remarquable et ornés de sculptures représentant des animaux. Renards, sangliers, serpents, vautours, ainsi que des formes abstraites dont la signification nous échappe encore. La datation du site fut un choc. Environ 9500 ans avant notre ère. Göbekli Tepe est donc plus vieux que Stonehenge de près de 6 millénaires, plus ancien que les pyramides d'Égypte, plus ancien même que la naissance de l'agriculture dans la région. Avant cette découverte, les historiens pensaient que les humains du néolithique pré-céramique étaient des chasseurs-cueilleurs nomades, incapables de bâtir des structures monumentales. Göbekli Tepe a pulvérisé cette idée. Il démontre que des sociétés sans agriculture, sans ville, sans hiérarchie étatique pouvaient mobiliser des centaines de personnes pour construire un sanctuaire d'une ampleur colossale. Pourquoi ? C'est là que commence le mystère. Aucune trace d'habitation permanente n'a été trouvée sur le site. Il ne s'agissait donc pas d'un village. Tout indique que Göbekli Tepe avait une fonction rituelle, spirituelle, peut-être cosmologique. Certains chercheurs le décrivent comme le premier temple du monde, un lieu de rassemblement où des groupes humains se réunissaient périodiquement pour célébrer des rituels. Cela suggère quelque chose d'encore plus profond. Ce n'est peut-être pas l'agriculture qui a permis la naissance des cultes et des sociétés complexes, mais l'inverse. Peut-être que ce sont les besoins spirituels qui ont poussé les humains à s'organiser, à se sédentariser, à inventer l'agriculture pour nourrir les participants à ces cérémonies. Göbekli Tepe bouleverse donc l'ordre établi de l'histoire humaine. Il inverse la séquence que nous pensions évidente. La religion ne serait pas une conséquence de la civilisation, mais son moteur. Mais au-delà de cette révolution conceptuelle, les pierres de Göbekli Tepe portent en elles un langage que nous ne savons pas encore lire. Les animaux sculptés sont-ils simplement décoratifs ou représentent-ils des forces mythiques, des esprits, des constellations ? Certains chercheurs pensent que les cercles de pierre pourraient en être des cartes célestes alignées sur les positions des étoiles et des solstices. D'autres y voient un calendrier sacré, un outil rituel permettant d'anticiper les cycles de la nature. L'hypothèse astronomique est séduisante. Elle suggère que nos ancêtres observaient d'Ogekran déjà les cieux avec une attention méticuleuse, reliant les mouvements des astres au rythme de leur existence. Il est aussi possible que Göbekli Tepe ait été un lieu de passage, un sanctuaire pour les morts. Des restes humains ont été retrouvés à proximité et certaines sculptures, notamment celles représentant des vautours, pourraient en évoquer des pratiques funéraires. Dans certaines cultures anciennes, les vautours étaient considérés comme des médiateurs entre le monde des vivants et celui des morts. Peut-être que les gens venaient ici pour communiquer avec leurs ancêtres, pour chercher des réponses auprès des esprits, pour inscrire leur existence dans une dimension cosmique. Ce qui rend le site encore plus énigmatique, c'est son abandon, vers 8000 avant Jésus-Christ. J.C. Göbekli Tepe fut volontairement enfoui sous des tonnes de terre et de gravats. Ce n'est pas la nature qui l'a enseveli, ce sont ses bâtisseurs eux-mêmes. Pourquoi auraient-ils voulu cacher ce qu'ils avaient mis tant d'efforts à ériger ? Était-ce pour protéger le lieu ? Pour marquer la fin d'un cycle rituel ? Pour sceller un savoir qui ne devait pas être profané ? Cette décision reste l'un des plus grands mystères du site. La découverte de Göbekli Tepe a des implications vertigineuses. Elle suggère que notre histoire n'est pas une ligne ascendante, un progrès constant de la simplicité vers la complexité. Elle est plutôt faite de révolutions, de bonds inattendus, de civilisations oubliées dont nous n'avons gardé que des fragments. Il est possible que d'autres sites comparables dorment encore sous la terre, attendant d'être révélés.
Göbekli Tepe pourrait n'être que la partie visible d'un monde disparu, un monde dont les mythes ont survécu sous forme de légendes transmises de par les civilisations plus récentes. Pour certains chercheurs, les mythes du Jardin d'Éden, du paradis perdu ou des origines sacrées de l'humanité pourraient être des souvenirs déformés de lieux comme Göbekli Tepe. L'idée d'un âge d'or primitif, d'un temps où l'homme vivait en harmonie avec les dieux, pourrait avoir ses racines dans ce genre de sanctuaire. Si tel est le cas, alors les pierres silencieuses de Göbekli Tepe ne raconteraient pas seulement l'histoire d'un peuple disparu. Elles racontent l'histoire de nous tous. Il était fascinant de penser que des humains, il y a plus de 11 000 ans, se rassemblaient sous ces monolithes pour contempler les étoiles, pour parler aux dieux ou aux morts, pour chercher un sens à leur existence. Ils n'avaient ni écriture, ni roue, ni métaux, ni cité, mais ils avaient une vision du monde assez vaste pour ériger des temples à la mesure du cosmos. Göbekli Tepe est bien plus qu'un site archéologique. C'est un rappel de ce dont l'humanité est capable, même dans les conditions les plus rudimentaires. C'est une invitation à repenser notre rapport au passé, à comprendre que l'intelligence, la spiritualité et la créativité ne sont pas nées avec la civilisation urbaine, mais qu'elles sont aussi anciennes que l'homme lui-même. Aujourd'hui, alors que les fouilles se poursuivent lentement, chaque pierre dégagée semble poser plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et peut-être est-ce là le véritable pouvoir de Göbekli Tepe, nous rappeler que nous ne sommes pas les premiers à lever les yeux vers les étoiles et à nous demander ce qu'elles signifient. Mais si certains mystères se dressent vers le ciel, d'autres se cachent sous terre, au cœur même de monuments dont nous croyons tout savoir. Dans les entrailles de la plus célèbre pyramide d'Égypte, une énigme vieille de plus de 4 millénaires semble encore défier la science moderne. C'est là, dans les ombres silencieuses de la grande pyramide de Khéops, que nous allons maintenant descendre. Depuis des millénaires, elle se dresse dans le silence du désert, comme des énigmes sculptées dans la pierre, les pyramides d'Égypte. Elles sont les témoins d'un génie architectural qui continue d'émerveiller et d'intriguer, les traces tangibles d'une civilisation obsédée par la mort, l'éternité et l'ordre cosmique. Parmi elles, une structure domine toutes les autres, la grande pyramide de Gizeh, construite pour le pharaon Khéops il y a plus de 4500 ans. Elle est la plus imposante, la plus précise, la plus mystérieuse, et malgré des siècles de fouilles, d'exploration et d'études, elle n'a pas encore livré tous ses secrets. Au cœur de cette montagne de pierres, certains pensent donc qu'une chambre invisible attend encore d'être découverte. La Grande Pyramide n'est pas seulement un monument funéraire, elle est une prouesse technique d'une complexité qui défie encore les ingénieurs modernes. Construite vers 2560 avant notre ère, elle s'élève à près de 146 mètres, 139 aujourd'hui après l'érosion, et est composée de plus de 2 millions de blocs de calcaire et de granit, pesant chacun plusieurs tonnes. Son orientation est presque parfaitement alignée sur les points cardinaux, et les joints entre certains blocs sont si précis qu'on ne peut y glisser une lame de couteau. Cette perfection soulève depuis longtemps des questions. Comment une société sans outils, en fer, sans grue, sans roues, a-t-elle pu ériger un édifice aussi colossal ? Mais au-delà de sa construction, c'est son intérieur qui suscite le plus de fascination. Les Égyptiens anciens croyant que la mort n'était pas une fin, mais un passage. Les pyramides étaient conçues comme des portails vers l'éternité, des véhicules permettant à l'âme du pharaon de rejoindre les dieux. Le complexe intérieur de la pyramide reflète cette conception. On y trouve des couloirs étroits, des chambres mystérieuses, des conduits orientés vers certaines étoiles, comme si la structure elle-même était une machine cosmique. Pendant des siècles, les explorateurs ont pénétré ces entrailles, découvrant la chambre du roi, la chambre de la reine et le grand couloir ascendant. Mais plus ils exploraient, plus ils avaient l'impression qu'il manquait quelque chose. L'architecture semblait incomplète, les proportions suggéraient d'autres espaces, et certains couloirs s'arrêtaient abruptement, comme si un passage secret avait été muré. Au XIXe siècle déjà, certains égyptologues soupçonnaient l'existence de chambres cachées. Des légendes anciennes parlaient de salles secrètes contenant les textes sacrés d'Hermès, ou encore de la dépouille réelle de Khéops, jamais retrouvée. Mais ces idées sont restées de l'ordre de la spéculation jusqu'au XXIe siècle, lorsque la technologie moderne a permis de scruter l'intérieur du monument sans l'endommager. En 2017, une équipe internationale de scientifiques lança un projet ambitieux appelé Scan Pyramids, utilisant des techniques de détection de particules cosmiques, les muons, pour cartographier la structure interne de la pyramide. Ces particules, capables de traverser des kilomètres de roches, permettent de détecter des vides cachés.
Les résultats se furent stupéfiants. Au-dessus du grand couloir, les chercheurs détectèrent une cavité gigantesque, longue d'au moins 30 mètres. Ce vide, totalement inconnu jusqu'alors, suggère l'existence d'un espace que personne n'avait jamais exploré. Mais qu'est-ce que ce grand vide? Une chambre funéraire oubliée? Une galerie de décharge destinée à alléger le poids des pierres? Une salle symbolique liée à un rituel dont nous avons perdu la signification? Les réponses manquent. Aucun accès connu ne mène à cette cavité et son exploration directe reste pour l'instant impossible sans risquer d'endommager la structure. Pourtant, sa simple existence relance toutes les spéculations. Certains chercheurs avancent que cette chambre pourrait contenir la véritable sépulture de Khéops. L'idée n'est pas nouvelle. La chambre dite du roi pourrait n'avoir été qu'un leurre, destiné à tromper les pilleurs de tombes. Dans ce scénario, la dépouille du pharaon reposerait toujours dans un sanctuaire scellé, intact depuis plus de 4 millénaires. D'autres pensent que la cavité pourrait abriter des objets rituels, des textes sacrés ou des trésors perdus. Mais il existe aussi des théories plus symboliques. Pour certains, cette cavité n'a jamais été destinée à contenir quoi que ce soit. Elle serait une composante spirituelle du monument, un espace vide conçu pour représenter l'invisible, l'âme, l'éther, le chemin vers l'au-delà. Dans la pensée égyptienne, le vide n'est pas une absence, mais une présence subtile, une porte vers une autre dimension. Parfois, le passé nous envoie des messages qui ne ressemblent à rien de ce que nous attendions. Ce sont des objets qui ne devraient pas exister, des créations trop sophistiquées pour l'exploiter pour leur époque, des preuves silencieuses que notre compréhension de l'histoire est incomplète. Parmi ces témoins impossibles, aucun n'est aussi fascinant, aussi déroutant que la machine d'Anticythère. Cet artefact, découvert dans les profondeurs de la mer Égée, n'est pas seulement une énigme archéologique. Il est une faille dans la chronologie de la connaissance humaine. Sa complexité défie l'idée même de progrès linéaire. Il est la preuve qu'il y a plus de 2000 ans, quelqu'un maîtrisait déjà des principes mécaniques que nous pensions nés à l'époque moderne. Tout commence en 1900, lorsque des pêcheurs d'éponges grecs découvrent l'épave d'un navire antique près de l'île d'Anticythère, entre la Crète et le Péloponnèse. Parmi les statues de bronze, les amphores et les trésors habituels, il remonte à la surface un amas de bronze corrodé, brisé en plusieurs fragments. Au premier regard, personne n'y voit autre chose qu'un morceau d'engrenage rouillé. Mais les décennies suivantes vont révéler que cet objet est bien plus qu'un simple débris. Il s'agit d'un mécanisme d'une sophistication stupéfiante, une véritable machine scientifique construite vers le IIe siècle avant notre ère. La machine d'Anticythère, aujourd'hui reconstituée à partir de ces fragments, est un assemblage complexe d'engrenages finement découpés, de cadrans et d'inscriptions gravées. Son fonctionnement, longtemps resté obscur, a été progressivement élucidé grâce aux rayons X, aux scanners 3D et aux recherches minutieuses de générations de scientifiques. Ce que nous savons aujourd'hui dépasse de loin ce que quiconque aurait pu imaginer. Il s'agit d'un calculateur astronomique, une sorte d'ordinateur mécanique antique capable de prévoir les mouvements des astres, les phases de la Lune, les éclipses et même les cycles des Jeux olympiques. Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, il faut replacer l'objet dans son contexte. Nous sommes de plus de 1500 ans avant l'apparition des premières horloges à engrenage médiévales. L'ingénierie mécanique que suppose un tel dispositif est si avancée qu'elle semblait impensable pour l'Antiquité. Et pourtant, la machine d'Anticythère fonctionne sur les mêmes principes fondamentaux que les horloges astronomiques du XVIIe siècle. Le mécanisme est composé d'au moins 30 engrenages de bronze, dont certains ont des dents si fines qu'elles ne peuvent être fabriquées qu'avec des outils d'une précision remarquable. Chaque engrenage est calculé pour reproduire des cycles astronomiques complexes. L'utilisateur tournait une manivelle et les aiguilles sur les cadrans indiquaient la position du Soleil et de la Lune, la phase lunaire, les éclipses futures et même les dates des grands événements sportifs de l'époque. Ce qui est encore plus fascinant, c'est l'intention derrière cet objet. Il ne s'agissait pas seulement d'un outil scientifique, mais aussi d'un instrument symbolique, une façon de relier le cosmos à la vie humaine. Dans la pensée grecque antique, l'ordre céleste reflétait l'ordre terrestre. Comprendre les mouvements des astres, c'était comprendre le destin, l'harmonie de l'univers, la place de l'homme dans le grand tout. La machine d'Anticythère n'était donc pas seulement un calculateur, c'était un pont entre la science et le sacré. Mais qui l'a construite? C'est là que le mystère s'épaissit. Aucun texte antique ne mentionne explicitement un tel dispositif.
Pourtant, certains indices pointent vers les grands esprits d'Alexandrie. Ce creuset intellectuel où mathématiques, astronomie et ingénierie atteignirent des sommets. Des figures comme Hipparque de Nicée ou Posidonios ont été proposées comme concepteurs possibles, leurs travaux sur les cycles célestes étant compatibles avec les fonctions de la machine. D'autres chercheurs évoquent Archimède, dont les inventions mécaniques légendaires auraient pu inclure des dispositifs similaires. Ce qui trouble le plus les historiens, ce n'est pas tant l'existence d'un tel objet que son unicité. Pourquoi n'avons-nous trouvé qu'un seul exemplaire? Où sont les autres? Si une telle technologie existait au IIe siècle avant notre ère, pourquoi n'a-t-elle pas été diffusée, reproduite, perfectionnée? Comment un savoir aussi avancé a-t-il pu se perdre au point de ne réapparaître qu'au Moyen Âge? Une autre hypothèse est-ce que la machine d'Anticiter était un objet unique, fabriqué pour un commanditaire très riche ou pour un temple. Elle aurait été si complexe et coûteuse à produire que seules quelques-unes ont vu le jour. Une autre possibilité est que des dizaines d'exemplaires ont existé, mais qu'ils ont été détruits ou fondus pour leur métal au fil des siècles. L'Antiquité est pleine d'objets perdus, de savoirs disparus dont nous n'avons que des échos. La machine d'Anticiter pourrait n'être que la survivante accidentelle d'une tradition technologique oubliée. Mais cette disparition soulève une question plus fondamentale. Combien de connaissances avons-nous réellement perdues? L'idée que des technologies sophistiquées aient pu apparaître, prospérer, puis disparaître totalement, n'est pas absurde. L'histoire humaine n'est pas une progression continue. Elle est faite d'élans, de ruptures, d'oubli. Des bibliothèques ont brûlé, des écoles ont disparu, des savoirs ont été effacés par les guerres, les invasions ou le simple passage du temps. La machine d'Anticiter est un rappel de cette fragilité. Elle est aussi un avertissement. Ce que nous considérons comme acquis, nos technologies, nos sciences, nos connaissances, peut un jour être perdu et oublié. Dans 2000 ans, peut-être, nos descendants trouveront-ils les vestiges de nos machines et se demanderont comment nous avons pu construire ce que nous avons construit. Ils verront nos créations comme des artefacts impossibles, tout comme nous considérons aujourd'hui celles d'Anticiter. Il y a dans cette histoire une leçon d'humilité. La machine d'Anticiter nous rappelle que les anciens n'étaient pas moins intelligents que nous, qu'ils pouvaient penser, concevoir et créer des objets d'une sophistication que nous peinons encore à comprendre. Elle nous invite à reconsidérer l'idée selon laquelle le passé est forcément primitif et le présent nécessairement avancé. Aujourd'hui, l'artefact est exposé au Musée national archéologique d'Athènes, ses fragments protégés derrière une vitre. Des répliques fonctionnelles ont été construites, permettant aux chercheurs de mieux comprendre son fonctionnement. Et pourtant, même avec ces modèles, une part du mystère demeure. Nous savons comment la machine fonctionne, mais nous ignorons encore à quel point ce savoir était répandu, ce qu'il signifiait pour ceux qui l'ont créé et quelles autres merveilles mécaniques ont pu exister à leur époque. Certains chercheurs vont jusqu'à suggérer que la machine d'Anticiter pourrait être la clé d'une réévaluation complète de l'histoire des sciences. Elle montre que des savoirs avancés ont pu surgir bien plus tôt que nous le pensions, puis disparaître dans l'oubli. Elle nous force à envisager la possibilité que d'autres découvertes comparables dorment encore sous les mers, dans des épaves non fouillées, attendant de réécrire notre passé. Dans les profondeurs où elle reposait depuis 2 millénaires, cette machine était silencieuse. Aujourd'hui encore, même exposée à la lumière, elle reste une question ouverte, une énigme mécanique qui défie le temps. Elle est la preuve tangible que le passé n'est jamais entièrement connu, que l'histoire est pleine de failles, de surprises et d'ombres. Et si les secrets de la mer peuvent bouleverser nos certitudes, ceux enfouis sous la terre ne sont pas moins puissants. Dans la poussière d'un ancien fleuve, une cité entière s'est élevée puis effondrée sans laisser d'explication claire. Ces rues, ces canaux, ces murs témoignent d'un peuple dont nous ignorons presque tout. C'est vers cette cité interdite, perdue depuis des millénaires, que nous allons maintenant diriger notre regard. Au cœur de la vallée de l'Indus, dans ce qui est aujourd'hui le sud du Pakistan, s'élève une cité ancienne dont le nom semble lui-même chargé de présages, Mohenjo-Daro. Le monde est mort. Ces ruines se dressent donc silencieusement sur les rives d'un fleuve qui a changé de cours depuis longtemps, vestige d'une civilisation disparue dont l'histoire reste à bien des égards un mystère insondable. Là, il y a plus de 4000 ans, une société florissante construisit l'une des premières satmé-villes planifiées au monde, dotée de systèmes d'égouts, de bains publics et d'un urbanisme si avancé qu'il rivalise avec celui de certaines cités modernes. Et pourtant, malgré ses prouesses, Mohenjo-Daro disparut soudainement, sans guerre, sans destruction, sans explication claire.
Découverte au début du XXe siècle, Mohenjo-Daro fit immédiatement vaciller les certitudes des archéologues. Jusque-là, on pensait que les premières grandes civilisations urbaines étaient nées en Mésopotamie et en Égypte. Or, la civilisation de l'Indus, dont Mohenjo-Daro était l'un des centres principaux, se développait en parallèle, peut-être même plus tôt, et atteignait des niveaux d'organisation remarquables. Fondée vers 2600 avant notre ère, la ville s'étendait sur plus de 200 hectares et abritait environ 40 000 habitants, un chiffre considérable pour l'époque. Ce qui frappe immédiatement dans l'urbanisme de Mohenjo-Daro, c'est sa planification méticuleuse. Les rues avaient été tracées en angle droit, formant un quadrillage régulier. Les habitations étaient construites en briques cuites de taille uniforme, un matériau standardisé qui facilitait l'entretien et la reconstruction. Chaque maison était équipée d'un système d'évacuation des eaux usées, relié à des égouts couverts, un luxe que même certaines villes européennes ne connaissaient pas au Moyen Âge. Un grand bain public, probablement utilisé pour des rituels religieux ou sociaux, occupait le centre de la ville, entouré de galeries et de chambres. Ce niveau d'organisation témoigne d'une autorité centrale forte et d'une administration sophistiquée. Et pourtant, ce qui rend Mohenjo-Daro si mystérieuse, c'est que nous ne savons presque rien de ceux qui l'ont bâti. Leur écriture, composée de pictogrammes gravés sur des sceaux et des tablettes, n'a jamais été déchiffrée. Sans texte, nous ignorons leurs croyances, leurs lois, leur histoire politique. Nous ne savons pas comment ils appelaient leur cité, ni même comment ils se nommaient eux-mêmes. Tout ce que nous avons, ce sont des traces matérielles, des poteries, des bijoux, des outils, et ces rues désertes qui racontent une histoire sans mots. La disparition de Mohenjo-Daro est tout aussi énigmatique que son origine. Vers 1900 avant notre ère, la ville fut progressivement abandonnée. Les habitants partirent, les bâtiments tombèrent en ruine, et la civilisation de l'Indus s'effaça peu à peu de l'histoire. Pourquoi ? Les théories sont nombreuses, mais aucune ne s'impose comme une certitude. L'une des explications les plus probables est d'ordre environnemental. Le fleuve Indus, source de vie pour la cité, aurait changé de cours à la suite de tremblements de terre ou de modifications climatiques. Sans accès à l'eau, l'agriculture se serait effondrée, entraînant la famine et l'exode. Des indices géologiques montrent aussi que la région aurait subi des épisodes de sécheresse prolongée, aggravés par des changements climatiques régionaux. La terre fertile aurait alors cédé la place à l'aridité, rendant impossible la survie d'une population nombreuse. Une autre théorie suggère que des invasions venues du nord, peut-être celles des peuples indo-aryens, auraient précipité la chute de la cité. Cependant, les archéologues n'ont trouvé aucune trace de destruction massive, aucun signe de bataille généralisée. L'abandon semble avoir été progressif, presque calme. C'est comme si les habitants avaient simplement plié bagages et quitté les lieux, laissant derrière eux leurs maisons, leurs outils, leurs secrets. Certaines hypothèses, plus controversées, évoquent des catastrophes soudaines. Dans les années 1920, les archéologues britanniques croyaient avoir découvert des squelettes présentant des signes de mort rapide, ce qui alimenta des théories allant jusqu'à évoquer des explosions ou des événements cataclysmiques. Ces spéculations ont depuis été largement rejetées, mais elles témoignent du mystère persistant entourant la fin de la ville. Il y a des moments où l'histoire se tait, où la science recule, et où ce qui gît devant nous semble appartenir à un autre ordre du réel. Parmi les mystères les plus troublants du passé, peu sont aussi fascinants que celui des corps qui défient la mort, des êtres humains qui, des siècles voire des millénaires, après leur dernier souffle, reposent encore intacts, comme si le temps avait décidé d'épargner leur chair. Certains ont été embaumés selon des rites sophistiqués, d'autres se sont conservés sans intervention humaine. Mais dans tous les cas, leur état de préservation soulève des questions profondes sur la mort, la mémoire et les forces invisibles qui façonnent notre monde. La pratique de la momification n'est pas rare dans l'histoire humaine. Les Égyptiens en ont fait un art sacré, convaincus que préserver le corps permettait à l'âme de survivre dans l'au-delà. Mais même là où tout semble explicable par la technique, il existe des cas qui dépassent les limites de notre compréhension. Certaines momies y présentent une conservation bien supérieure à ce que les méthodes utilisées là devraient permettre. Leur peau, leurs organes internes, parfois même leurs cheveux et leurs cils restent intacts, défiant les lois naturelles de la décomposition. L'un des exemples les plus célèbres est celui de Ramsès II, le grand pharaon du Nouvel Empire. Mort il y a plus de 3000 ans, son corps, exposé aujourd'hui au musée du Caire, conserve encore des traits reconnaissables. Peau tendue, cheveux roux,
L'agne de son visage figé dans une expression presque sereine. Les analyses modernes montrent que son embaumement a été réalisé avec un savoir-faire d'une précision impressionnante, utilisant des résines rares et des techniques dont certains aspects restent mal compris. Mais il existe des cas encore plus étranges, où aucun processus d'embaumement intentionnel n'explique l'état de conservation. Dans les montagnes du Pérou, à des altitudes extrêmes, on a retrouvé les corps parfaitement conservés d'enfants incas sacrifiés aux dieux. Les plus célèbres sont ceux découverts sur le sommet du volcan Lulailaco, à plus de 6700 mètres d'altitude. Là, le froid, la sécheresse et l'absence de bactéries ont figé ces enfants dans un sommeil éternel. Leurs visages, leurs vêtements, leurs cheveux sont intacts. Ils semblent endormis plutôt que morts, comme s'ils pouvaient ouvrir les yeux à tout moment. La nature, parfois, devient elle-même l'embaumeuse. Dans les tourbières d'Europe du Nord, des corps vieux de plusieurs milliers d'années ont été découverts, conservés avec une précision stupéfiante. Ces hommes des tourbières, souvent victimes de sacrifices rituels, reposent dans un état presque intact, peau souple, traits du visage lisibles, parfois même empreintes digitales. L'acidité de la tourbe, l'absence d'oxygène et la température constante créent un environnement où la décomposition s'arrête. Pourtant, certains détails intriguent encore les scientifiques. Pourquoi certains organes internes sont-ils parfaitement préservés alors que d'autres devraient en s'être dégradés? Comment des tissus délicats ont-ils pu survivre si longtemps? Mais il existe des momies qui défendent non seulement la biologie, mais aussi la logique. À Palerme, en Sicile, repose le corps de Rosalia Lombardo, une petite fille morte en 1920 à l'âge de 2 ans. Plus d'un siècle plus tard, elle repose dans une vitrine des catacombes des Capucins, le visage intact, les cils délicatement posés sur ses joues, comme si elle dormait. Les visiteurs parlant d'une présence presque vivante. Les analyses ont montré que son embaumement fut réalisé avec une technique inconnue, probablement par le chimiste Alfredo Salafia, dont la formule exacte est perdue. Même aujourd'hui, la science peine à expliquer comment un corps humain a pu rester aussi bien conservé dans des conditions aussi ordinaires. Un autre cas qui trouble les chercheurs est celui de Saint Bernadette Soubirous, morte en 1879. Lorsque son corps fut exhumé des décennies plus tard, il était resté étonnamment intact, sans signe de décomposition avancée. Le Vatican considère ce phénomène comme un signe de sainteté, mais même les experts médicaux admettent donc que l'état de préservation est difficile à expliquer scientifiquement. Ces exemples posent une question fondamentale. Qu'est-ce qui préserve vraiment ces corps? Les conditions environnementales, des techniques oubliées, ou quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Il est probable que chaque cas ait ses explications particulières, combinaison de facteurs chimiques, biologiques et climatiques, mais il n'en demeure pas moins que la diversité des phénomènes dépasse ce que la science peut actuellement reproduire avec précision. La fascination que suscitent ces corps va bien au-delà de la curiosité scientifique. Ils sont des ponts entre les vivants et les morts, des rappels tangibles que le passé n'est jamais totalement révolu. Voir le visage d'un être humain qui a vécu il y a des siècles, voire des millénaires, c'est ressentir une proximité troublante avec ceux qui nous ont précédés. C'est comme si le temps, pour une fois, avait accepté de suspendre sa marche inexorable. Dans certaines cultures, cette conservation miraculeuse est interprétée comme un signe divin, une manifestation du sacré. Dans d'autres, elle inspire crainte et respect, comme si ces corps détenaient encore une part de pouvoir. Il n'est pas rare que ces momies deviennent des objets de vénération, de pèlerinage ou de superstition. Mais ces corps figés dans le temps posent aussi des questions philosophiques. Sont-ils encore morts dans le sens où nous l'entendons? Ou représentent-ils une forme d'existence intermédiaire, une mémoire incarnée? Ils nous obligent à repenser la frontière entre la vie et la mort, entre l'éphémère et l'éternel. Leur présence silencieuse, leur regard éteint mais toujours là, nous rappellent aussi notre propre fragilité. Nous sommes des êtres de chair, promis à la poussière, et pourtant certains d'entre nous échappent à cette destinée. Dans ces visages immobiles, il y a un écho de notre désir d'éternité, une preuve que nous cherchons depuis toujours à repousser les limites de la mort. Et peut-être que c'est là le véritable message de ces corps récalcitrants. Ils nous rappellent que le passé ne disparaît jamais tout à fait, qu'il reste inscrit dans la matière, dans la peau, dans les os. Ils sont des pages d'histoire écrites dans la chair elle-même, des témoins muets qui refusent des vivants de se taire. Pourtant, certains mystères liés à la mort ne concernent pas des individus, mais des groupes entiers.
Il existe des histoires où ce ne sont pas quelques corps qui défient la logique, mais toute une expédition humaine qui s'éteint dans des circonstances inexplicables. Nulle maladie connue, nul ennemi identifiable, seulement le froid, le vent et une suite d'événements que l'on ne parvient toujours pas à comprendre. C'est vers l'une de ces tragédies glacées, perdues dans l'immensité des montagnes russes, que nous allons maintenant nous tourner. Parmi les mystères modernes qui continuent de hanter l'imagination collective, aucun n'a le même pouvoir d'obsession que l'affaire Dyatlov. Elle ne se déroule ni dans l'Antiquité, ni dans les profondeurs oubliées du temps, mais dans un passé tout proche, en plein cœur du XXe siècle. Et pourtant, elle possède tous les ingrédients d'un mythe, une expédition qui tourne au drame, des morts inexplicables, des indices contradictoires, et surtout un silence glacé que rien ne semble pouvoir percer. Plus de 60 ans après les faits, les circonstances entourant cette tragédie restent enveloppées d'ombre. Les théories se multiplient, mais aucune n'offre de réponse pleinement satisfaisante. Tout commence en janvier 1959, dans l'Union soviétique. Un groupe de 9 étudiants expérimentés en randonnée, mené par Igor Dyatlov, entreprend une expédition à ski dans les montagnes de l'Oural, une région sauvage et isolée. Leur destination, le mont Otorten, dont le nom signifie « ne pas aller là » dans la langue des peuples autochtones, Mansi. Ce détail, souvent mentionné dans les récits, semble rétrospectivement lourd de présages. Le 1er février, les randonneurs installent leur campement sur les pentes enneigées du mont Kolatsiakhl, la montagne des morts. C'est la dernière fois qu'ils seront vus vivants. Lorsque l'équipe ne revient pas à la date prévue, une mission de secours est lancée. Quelques jours plus tard, les secouristes découvrent un spectacle qui va devenir l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. La tente des randonneurs est retrouvée lacérée de l'intérieur, comme si ses occupants avaient tenté d'en sortir dans la panique. Leurs affaires, nos vêtements, chaussures, provisions, sont encore sur place. Des traces de pas, certaines pieds nus, mènent vers la lisière d'une forêt voisine. C'est là que les premiers corps sont retrouvés, partiellement vêtus, morts d'hypothermie. Mais ce qui suit rend l'affaire incompréhensible. Les autres corps sont découverts plus tard, à des distances variées du campement. Certains présentent des blessures internes massives, côtes brisées, crânes fracturés, sans aucun signe de traumatisme externe. D'autres ont les yeux ou la langue manquants. L'un d'eux est retrouvé avec des traces de radioactivité sur ses vêtements. Les enquêteurs soviétiques se concluent rapidement à un « élément naturel de force inconnu », une formule vague qui ne fait qu'attiser les spéculations. Depuis, les théories abondent. L'hypothèse la plus évidente est celle d'une avalanche. Les randonneurs auraient fui leur tente dans la panique après avoir entendu ou vu les signes d'une coulée de neige. Mais cette explication présente de nombreuses failles. La pente était trop faible pour une avalanche majeure et aucun signe de coulée n'a été retrouvé sur les lieux. De plus, certaines blessures sont trop graves pour avoir été causées par une simple chute ou par la pression de la neige. Une autre théorie populaire parle d'une attaque animale, peut-être par un ours, mais aucune trace de lutte n'a été retrouvée et les blessures internes ne correspondent pas à ce type d'agression. Certains ont évoqué un conflit au sein du groupe, mais l'absence de traces de combat ou d'armes rend cette hypothèse improbable. Très vite, des explications plus extraordinaires émergent. Certains suggèrent une expérience militaire secrète qui aurait mal tourné, impliquant des armes nouvelles ou des tests de parachutes éclairants. Cette hypothèse expliquerait la radioactivité détectée sur certains vêtements et la présence signalée de sphères lumineuses dans le ciel cette nuit-là. D'autres parlent d'un infrason rare, produit par le vent dans les montagnes, qui aurait provoqué chez les randonneurs une panique irrationnelle. Mais il existe aussi des théories plus étranges encore. Certains évoquent une rencontre avec une forme de vie inconnue, voire extraterrestre. D'autres parlent d'un contact avec une tribu locale hostile, bien que les peuples Mansi aient toujours nié toute implication et qu'aucune preuve n'aille dans ce sens. En 2019, les autorités russes ont rouvert l'enquête et conclu officiellement que la cause la plus probable était une petite avalanche combinée à une hypothermie. Mais cette conclusion n'a convaincu personne. Les détails inexpliqués demeurent trop nombreux. Pourquoi la tente a-t-elle été découpée de l'intérieur ? Pourquoi certains randonneurs étaient-ils pieds nus dans la neige, comme s'ils avaient enfui dans la terreur ? Pourquoi ces blessures internes sans lésions externes ? Et d'où venait la radioactivité ? L'affaire Dyatlov fascine autant qu'elle effraie parce qu'elle met en lumière les limites de notre compréhension. Elle montre que même dans un monde dominé par la science et la logique, il existe encore des événements qui échappent à toute explication rationnelle. Elle nous rappelle aussi la puissance brutale de la nature.
et l'impossibilité parfois pour l'être humain de la dompter. Mais au-delà des hypothèses techniques, il y a dans cette histoire une dimension profondément humaine. Il ne s'agit pas seulement d'un mystère, mais aussi d'une tragédie. 9 jeunes gens, mus par le désir d'aventure, ont trouvé la mort dans des conditions terrifiantes. Leurs visages figés dans la neige, leurs gestes interrompus, leur vie suspendue à jamais dans ce paysage désolé, sont autant de rappels de notre vulnérabilité face à l'inconnu. L'affaire Dyatlov est aussi un miroir de notre fascination pour ce qui dépasse notre entendement. Peut-être que nous ne voulons pas vraiment de réponse. Peut-être que ce mystère persistant nous attire précisément parce qu'il résiste, parce qu'il nous offre un espace de questionnement, un vide dans lequel nous projetons nos peurs les plus profondes, peur de l'invisible, du chaos, de la mort brutale. Aujourd'hui, le col Dyatlov est devenu un lieu de pèlerinage pour les curieux, les amateurs de mystère et les passionnés d'histoire. Les traces de l'expédition sont encore visibles, la tente effondrée, les monuments commémoratifs, les sentiers empruntés par les secours. Mais la vérité, elle, reste enfouie sous la neige éternelle. Et peut-être doit-elle y rester. Peut-être que certaines histoires ne sont pas faites pour être élucidées, mais pour être contemplées. Elles existent pour nous rappeler que, malgré nos progrès et nos certitudes, l'univers garde ses secrets. Ce mystère né dans les montagnes glacées de l'Oural n'est pourtant qu'un écho d'une autre énigme, plus ancienne encore. Car dans les sables du désert et les récits du monde antique, un roi mythique a disparu sans laisser de tombe, un conquérant dont la trace s'est perdue comme si l'histoire elle-même avait décidé de l'effacer. C'est vers cette absence royale, celle d'Alexandre le Grand, que nous allons maintenant tourner nos pas. Parmi toutes les figures qui ont façonné l'histoire du monde, rares sont celles dont l'ombre s'étend aussi loin que celle d'Alexandre le Grand. Conquérant visionnaire, stratège invincible, bâtisseur d'empire, il a redessiné les frontières du monde antique avant d'avoir 30 ans. De la Grèce à l'Inde, en passant par l'Égypte et la Perse, il a porté son nom jusqu'aux confins de l'horizon connu. Et pourtant, malgré l'ampleur de son héritage, l'endroit où repose son corps demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Plus de 2 millénaires après sa mort, la tombe d'Alexandre reste introuvable, comme si l'homme qui avait voulu conquérir le monde avait choisi de disparaître de celui-ci. Alexandre meurt à Babylone en 323 avant Jésus-Christ. JC, à l'âge de 32 ans, au sommet de sa gloire. Les circonstances exactes de sa mort demeurent un meurtre flou. Les récits antiques évoquent une fièvre soudaine, peut-être causée par le paludisme, la typhoïde ou une maladie inconnue. D'autres parlent d'empoisonnement, voire d'un complot orchestré par ses généraux. Quoi qu'il en soit, sa disparition plonge l'Empire dans le chaos. Ses successeurs, les Diadoques, se disputent aussitôt son héritage, déclenchant une série de guerres qui déchireront son œuvre. Mais le destin du corps d'Alexandre devient rapidement une question de pouvoir. Selon la tradition macédonienne, les rois devaient être enterrés dans leur patrie, à Aigaï, en Macédoine. Pourtant, son cercueil n'y arriva jamais. Le cortège funéraire, qui transportait sa dépouille dans un sarcophage d'or massif, fut intercepté par Ptolémée, l'un de ses anciens généraux, qui l'emmena en Égypte, un geste hautement symbolique. En s'appropriant le corps du conquérant, Ptolémée s'assurait une légitimité divine et politique. Alexandre fut d'abord enterré à Memphis, puis transféré à Alexandrie, la ville qu'il avait fondée et qui portait son nom. Là, dans un mausolée somptueux appelé le Soma, il reposa dans un sarcophage en or, exposé comme une relique sacrée. Des empereurs romains tels que César et Auguste se rendirent en pèlerinage pour contempler son corps. On raconte qu'Auguste aurait posé la main sur son visage momifié et que Caligula aurait emporté sa cuirasse. Pendant plusieurs siècles, la tombe d'Alexandre fut l'un des lieux les plus vénérés du monde antique. Puis, peu à peu, elle disparut. À partir du IVe siècle de notre ère, les mentions de la sépulture deviennent rares. L'emplacement exact du Soma se perd dans les bouleversements de l'histoire. Invasion, révolte, transformation religieuse. Alexandrie, jadis phare de la civilisation, fut dévastée à plusieurs reprises. La tombe d'Alexandre s'effaça des chroniques comme si elle s'était volatilisée. Depuis lors, les chercheurs la cherchent. Et ce sont plus de 2000 ans de fouilles, d'hypothèses et de déceptions qui s'accumulent. De nombreuses localisations ont été proposées, sous les rues modernes d'Alexandrie, dans les sous-sols de la mosquée Nabi Daniel, dans les ruines de Memphis, voire en Grèce ou en Macédoine. Certaines fouilles ont mis au jour des tombeaux royaux impressionnants, mais aucun ne peut être attribué avec certitude à Alexandre.
Pourquoi cette tombe reste-t-elle introuvable? Plusieurs explications sont possibles. La plus simple est que le mausolée se trouve encore sous les fondations d'Alexandrie moderne, enseveli sous des mètres de construction. La ville, bâtie et rebâtie sans cesse depuis l'Antiquité, recèle peut-être le secret sous ses rues animées. D'autres pensent que la tombe a été détruite intentionnellement, peut-être au moment où le christianisme a triomphé dans l'Empire romain. La vénération d'Alexandre, perçue comme un culte païen, aurait alors été supprimée, son tombeau effacé pour effacer sa mémoire. Une autre hypothèse plus intrigante suggère que la dépouille aurait été déplacée en secret pour la protéger des pillages. Certains auteurs arabes médiévaux affirment que le corps reposait dans un sarcophage en verre, flottant dans un liquide mystérieux, conservé dans un lieu tenu secret par les autorités de l'époque. Si tel est sans le cas, il pourrait se trouver dans un endroit que nous n'avons pas encore imaginé. Mais ce mystère ne concerne pas seulement l'archéologie, il touche à quelque chose de plus profond, la tension entre la gloire et l'oubli, entre l'immortalité historique et l'effacement physique. Alexandre a bâti des cités, abattu des empires, transformé le monde. Et pourtant, tout cela n'a pas suffi à garantir la pérennité de son tombeau. Sa disparition rappelle une vérité fondamentale. Même les plus puissants finissent par disparaître. Il y a dans cette absence quelque chose de presque poétique. Alexandre, qui avait voulu être un dieu, est aujourd'hui introuvable. Son corps, qui incarnait la puissance, est devenu une ombre. Peut-être est-ce là la leçon ultime de son histoire. Aucune conquête, aucun empire, aucune gloire ne peut défier le passage du temps. Pourtant, la quête de sa tombe se poursuit, alimentée par le même mélange d'ambition et de curiosité qui animait Alexandre lui-même. Chaque année, de nouvelles fouilles sont entreprises, de nouvelles théories émergent. Peut-être qu'un jour, une salle scellée s'ouvrira sous les pierres d'Alexandrie, révélant un sarcophage oublié depuis 2 millénaires. Peut-être que le visage d'Alexandre apparaîtra enfin à la lumière du jour et que l'histoire reprendra là où elle s'était interrompue. Mais il est tout aussi possible que ce mystère ne soit jamais résolu, que sa tombe reste à jamais cachée, gardée par le sable, les pierres et l'oubli. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que l'homme qui voulait être plus qu'un homme mérite une sépulture aussi insaisissable que son ambition. Car au fond, ce mystère est moins une question d'archéologie que de mémoire. Alexandre n'a pas besoin d'un tombeau pour vivre dans l'esprit des hommes. Il vit dans les routes qu'il a tracées, les cultures qu'il a mêlées, les rêves qu'il a inspirés. Sa disparition physique n'efface pas sa présence historique. Elle la renforce même, car elle ajoute à sa légende une dimension d'invisibilité qui le rapproche des mythes. Et dans cette invisibilité, un autre mystère attend. Il ne s'agit plus cette fois d'un roi ou d'une armée, mais d'un objet, un disque couvert de symboles dont la signification nous échappe encore. Ni texte religieux, ni document historique, il semble parler un langage oublié, une écriture que personne ne sait lire. Ces vers, ce message muet, gravé il y a des millénaires dans l'argile, que nous allons maintenant tourner notre regard. Parmi les énigmes laissées par les civilisations anciennes, certaines sont si obscures qu'elles semblent appartenir à un autre monde. Elles sont comme des messages venus d'un passé dont nous avons perdu les clés, des fragments d'une langue oubliée que même les meilleurs esprits modernes ne savent pas déchiffrer. Le disque de Phaistos appartient à cette catégorie rare. Cet objet minuscule en apparence, à peine 16 cm de diamètre, défie depuis plus d'un siècle les linguistes, les historiens et les archéologues. Son message reste scellé, son sens inaccessible. Pourtant, il nous parle d'une humanité qui cherchait déjà à communiquer au-delà du temps, à graver dans la matière quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le disque fut découvert en 1908 par l'archéologue italien Luigi Pernier, lors de fouilles dans le palais minoen de Phaistos, sur l'île de Crète, daté d'environ 1700 avant notre ère. J. Prosei, il fut trouvé dans une pièce souterraine dont la fonction reste incertaine. À première vue, il ressemble à un simple objet d'argile cuite, mais un examen plus attentif révèle une œuvre d'une complexité fascinante. Les deux faces du disque sont recouvertes de symboles disposés en spirale, imprimés à l'aide de petits sceaux, un procédé inédit pour l'époque qui fait du disque l'un des plus anciens exemples connus d'impression typographique. Au total, le disque compte 241 signes répartis en 61 groupes distincts. Certains représentent des objets reconnaissables, têtes humaines, oiseaux, outils, plantes, d'autres sont plus abstraits. Leur disposition en spirale, partant du bord vers le centre, renforce le sentiment d'un message codé, soigneusement organisé. Mais quel est ce message ? À ce jour, personne ne le sait.
La première question que soulève le disque est celle de sa langue. Est-ce une forme d'écriture phonétique, syllabique ou logographique? Aucun des systèmes connus de l'époque, linéaire A, hiéroglyphes égyptiens, cunéiformes mésopotamiens, ne correspond au symbole du disque. Il semble appartenir à une tradition totalement indépendante, peut-être même isolée. Certains chercheurs pensent donc qu'il s'agit d'une langue unique, inventée pour un usage rituel ou religieux et abandonnée ensuite. D'autres croient aussi que le disque représente un langage que nous n'avons jamais retrouvé ailleurs, peut-être celui d'un peuple aujourd'hui disparu. La deuxième question concerne sa fonction. Était-ce un texte sacré, une prière, un hymne, ou bien un calendrier, un traité astronomique, un document administratif? Les interprétations abondent. Certains voyaient perdre dans la spirale une représentation du cycle de la vie ou du cosmos, ce qui suggérerait un contenu religieux. D'autres y lisent un hymne funéraire destiné à accompagner les morts dans l'au-delà. Une hypothèse fascinante propose que le disque soit une sorte d'oracle, un objet divinatoire utilisé pour communiquer avec les dieux. Ce qui intrigue aussi, c'est son unicité. Aucun autre artefact comparable n'a jamais été retrouvé, ni à Phaistos ni ailleurs. Cela rend toute tentative de déchiffrement encore plus difficile, car il n'existe aucun texte parallèle pour comparer les symboles. Cela soulève aussi une question troublante. Pourquoi un tel objet n'a-t-il été produit qu'une seule fois? Était-ce un prototype, une œuvre unique créée pour un rituel exceptionnel, ou bien faisait-il partie d'une tradition entière dont nous n'avons découvert qu'un vestige isolé? Au fil des décennies, les chercheurs ont proposé des déchiffrements hypothétiques, mais aucun n'a été accepté par la communauté scientifique. Certains y voient un hymne à une déesse minoenne, d'autres un récit mythologique, d'autres encore un texte magique. Quelques-uns ont même suggéré qu'il ne s'agissait pas d'une écriture du tout, mais d'un jeu, d'un talisman ou d'un objet à fonction symbolique. Mais toutes ces textes et théories restent spéculatives, car elles ne reposent sur aucune preuve décisive. Le disque de Phaistos est aussi fascinant pour ce qu'il révèle de la civilisation minoenne elle-même. Longtemps considérée comme l'une des cultures les plus mystérieuses du monde antique, la Crète minoenne a prospéré entre 2600 et 1100 AVJC sur une île située au carrefour des civilisations méditerranéennes. Connue pour ses palais labyrinthiques, ses fresques colorées et son culte centré sur des déesses mères, elle a profondément influencé la culture grecque ultérieure. Pourtant, malgré ses réalisations, elle reste en grande partie silencieuse. Son écriture principale, le linéaire A, n'a jamais été déchiffré. Le disque de Phaistos, dans ce contexte, apparaît comme une fenêtre entr'ouverte sur une pensée que nous ne comprenons plus. Peut-être que nous ne pourrons jamais traduire ce texte, peut-être que sa signification est perdue à jamais, emportée avec le peuple qui l'a créé. Mais même dans son mutisme, il parle. Il parle de notre désir universel d'écrire, de transmettre, de laisser une trace. Il nous rappelle que, bien avant les alphabets modernes, l'humanité cherchait déjà à figer dans la matière ses rêves, ses prières, ses savoirs. Ce silence peut être frustrant, mais il est aussi profondément poétique, car dans l'incapacité à comprendre, il y a une forme de respect. Le disque de Phaistos n'est pas seulement un objet à déchiffrer, il est un rappel que tout ne nous est pas destiné, que certaines paroles appartiennent à des temps et à des esprits qui ne sont plus. Il est également possible que nous approchions de la solution. Les avancées en intelligence artificielle, en linguistique computationnelle et en analyse de motifs offrent de nouveaux outils pour tenter de percer le code. Peut-être qu'un jour, une combinaison d'algorithmes et d'intuition humaine parviendra à lire ce texte silencieux. Si cela arrive, ce ne sera pas seulement une victoire scientifique, mais aussi un pont tendu entre nous et une civilisation disparue. En attendant, le disque de Phaistos reste ce qu'il a toujours été, une question sans réponse, un message muet. Il est le symbole même de ce qui échappe, de ce qui nous rappelle que l'histoire n'est pas un livre que l'on peut entièrement lire. Certaines pages les sont effacées, d'autres restent scellées, et c'est peut-être dans ce mystère que réside leur véritable puissance. Et pourtant, si certains mystères résident dans la terre ou dans la pierre, d'autres défient notre compréhension d'une manière encore plus dérangeante. Il existe des objets dont l'âge semble impossible, des artefacts qui n'auraient pas existé à l'époque où ils ont été fabriqués, des preuves silencieuses que notre chronologie pourrait être incomplète. C'est vers ces artefacts impossibles, vestiges d'un passé qui ne cadre pas avec notre histoire, que nous allons maintenant tourner notre attention. L'histoire telle que nous la racontons
repose sur une chronologie rassurante. Les inventions s'enchaînent dans un ordre logique, les civilisations apparaissent, atteignent leur apogée, puis déclinent, et chaque découverte s'inscrit dans une continuité compréhensible. C'est ce fil narratif qui donne sens à notre passé. Mais parfois, des objets surgissent dans des profondeurs de la Terre pour contredire ce récit ordonné. Ils ne devraient pas exister, et pourtant ils sont là, figés dans la pierre ou exhumés d'anciennes couches géologiques. Ces artefacts impossibles, aussi appelés OOP Arts, Out of Place Artifacts, définissent la science, remettent en question nos certitudes et suggèrent que notre histoire pourrait être bien plus complexe que nous ne le croyons. Il faut d'abord faire preuve de prudence. Tous les artefacts dits impossibles ne le sont pas réellement. Certains relèvent de la fraude, d'autres d'erreurs d'interprétation ou de datation. Mais quelques-uns résistent à toute explication simple. Ils sont trop anciens, trop complexes ou trop avancés pour l'époque à laquelle ils sont censés appartenir. Ce sont ces objets, rares et dérangeants, qui méritent notre attention. L'un des plus célèbres est le mécanisme de Bagdad. Découvert dans les années 1930 près de la capitale irakienne, cet objet ressemble à une simple jarre en terre cuite. Mais à l'intérieur se trouve un cylindre de cuivre, une tige de fer et des traces qu'ont un acide faible. L'ensemble forme une pile électrique rudimentaire, vieille de plus de 2000 ans. Si son interprétation était correcte, cela signifie que les Parthes en Éthiopie, le Parthes ou les Perses s'en la connaissaient par l'électricité bien avant que la science moderne ne la redécouvre. Certains chercheurs pensent que cette Bartek, c'est pourtant de cette batterie, servait à plaquer de l'or sur des objets en métallique. D'autres y voient un dispositif rituel. Mais son existence, même contestée, remet en question l'idée selon laquelle l'électricité est une invention moderne. Un autre objet déroutant est le célèbre crâne de cristal Maya. Découverts au XIXe siècle, ces crânes en quartz parfaitement polis ont longtemps été considérés comme des artefacts précolombiens, produits par une technique inconnue. Leur finition est si fine qu'elle ne laisse aucune trace d'outil, et leur structure cristalline est si complexe qu'il aurait fallu des outils rotatifs très sophistiqués pour les sculpter. Or, aucun outil de ce genre n'existait dans l'Amérique précolombienne. Si certains crânes se sont révélés être des contrefaçons du XIXe siècle, d'autres demeurent énigmatiques, et leur origine exacte reste débattue. Plus troublante encore, certains artefacts semblent dater d'une époque bien antérieure à toute civilisation connue. En 1885, dans une mine de charbon en Autriche, des ouvriers auraient découvert un objet métallique en forme de cube, parfaitement régulier, enfermé dans une couche de charbon vieille de plus de 60 millions d'années. Si l'objet est authentique, il remet en question tout ce que nous savons sur l'histoire de l'humanité. D'autres découvertes similaires ont été signalées, des clous en fer dans des formations rocheuses très anciennes, des sphères métalliques parfaitement polies trouvées en Afrique du Sud et âgées pour de plusieurs milliards d'années, ou encore des empreintes humaines supposées fossilisées aux côtés de dinosaures. La plupart de ces découvertes restent controversées, souvent rejetées comme des erreurs ou des fraudes, mais leur existence même, documentée dans des rapports anciens, continue d'intriguer. Certains artefacts ne défient pas seulement la chronologie, mais aussi la technologie supposée de leur époque. L'exemple le plus célèbre est celui du disque de Nebra, découvert en Allemagne et daté d'environ 1600 avant notre ère. JC. Ce disque de bronze, incrusté d'or, représente avec une précision remarquable la Lune, le Soleil et plusieurs constellations. Il est y considéré comme l'une des plus anciennes représentations connues du cosmos, mais son degré de sophistication dépasse de loin ce que l'on pensait possible pour l'Europe de l'âge du bronze. Sa découverte a forcé les historiens à réévaluer les connaissances astronomiques des sociétés préhistoriques européennes. L'existence de ces objets nous oblige à envisager plusieurs possibilités. La première est que nous sous-estimons les capacités techniques et scientifiques des civilisations anciennes. Peut-être maîtrisaient-elles des savoirs que nous avons oubliés. Peut-être que certaines découvertes ont été faites, puis perdues, pour ne réapparaître que des siècles plus tard. L'histoire n'est pas une ligne droite, elle est faite de découvertes oubliées, de connaissances abandonnées, de renaissances imprévues. Une autre possibilité, plus audacieuse, est que certaines de nos chronologies soient inexactes. Des erreurs de datation, des interprétations trop rigides, des biais scientifiques pourraient en fausser notre compréhension du passé. Il est possible que certaines civilisations aient été bien plus anciennes ou plus avancées que nous ne le pensons.
Enfin, certains chercheurs, souvent en marge de la science académique, avancent des hypothèses encore plus radicales. Ils suggèrent que ces artefacts seraient en les vestiges d'une civilisation antédiluvienne disparue, ou même les traces d'une influence extérieure. Ces théories vont au reste spéculatives et souvent invérifiables, mais elles témoignent de notre incapacité à expliquer certaines découvertes dans le cadre des connaissances actuelles. Quoi qu'il en soit, ces objets nous rappellent une vérité essentielle. Notre vision du passé est incomplète. Nous ne connaissons qu'une infime partie de ce qui a existé. Chaque fouille, chaque découverte, chaque fragment d'objet est une fenêtre étroite sur un monde beaucoup plus vaste et plus complexe que celui que racontent nos manuels d'histoire. Il faut aussi considérer l'aspect symbolique de ces artefacts. Leur simple existence, réelle ou supposée, alimente notre imaginaire collectif. Ils incarnent, fanent notre désir de croire que l'histoire recèle encore des secrets, que tout n'a pas été découvert, que des mondes entiers dorment sous nos pieds. Ils rappellent aussi que la science n'est pas une vérité absolue, mais une quête perpétuelle, un dialogue constant entre ce que nous savons et ce que nous ignorons. Peut-être que la plupart de ces artefacts s'expliqueront un jour par des analyses plus fines, des contextes mieux compris ou des découvertes complémentaires. Peut-être qu'ils ne sont que des erreurs, des illusions, des curiosités. Mais il est tout aussi possible qu'ils soient les témoins d'un passé radicalement différent de celui que nous imaginons. Dans cette incertitude réside toute leur puissance. Les artefacts impossibles ne sont pas seulement des objets du passé, ils sont des provocations adressées au présent. Ils nous défient de remettre en question nos certitudes, d'admettre que l'histoire n'est pas figée, qu'elle est un territoire mouvant, plein de zones d'ombre et de surprises. Et c'est peut-être cela, au fond, le plus grand des mystères historiques. Non pas les artefacts eux-mêmes, mais ce qu'ils disent de nous. Ils révèlent notre besoin profond de comprendre d'où nous venons, notre peur de l'inconnu et notre fascination pour les chemins non empruntés de l'histoire. Ils nous rappellent que le passé n'est pas un récit clos, mais une énigme vivante, et que chaque objet impossible, chaque trace incohérente, chaque découverte inexplicable est une invitation à continuer de chercher. Ainsi s'achève ce voyage au cœur des mystères historiques. Des cités disparues aux manuscrits illisibles, des machines antiques aux tombes introuvables, nous avons suivi les traces d'un passé qui refuse de se laisser enfermer dans nos explications. Et si ces mystères continuent de nous troubler, c'est parce qu'ils nous parlent de ce que nous sommes, des êtres en quête de sens, perdus dans l'immensité du temps, toujours prêts à tendre l'oreille aux voix qui viennent de l'ombre. Car c'est peut-être dans ces zones d'obscurité, là où l'histoire se tait, que se cache la vérité la plus profonde sur l'humanité.